J'en peux plus, ça fait 3 semaines que ça dure. Filmez pas, je déteste ça. Bah oui, mais non. Ah oui. Ah non, c'est fini. Bon, ma chérie, faut vraiment que je te laisse. Pas une seconde de plus dans cette maison. Une nouvelle invitée dans mon siège aujourd'hui. Je suis trop content. Je reçois quelqu'un que j'ai rencontré il y a presque 4 ans, au détour de poteaux communs. Et puis, on a tout de suite cliqué. On a commencé à travailler ensemble autour du sport, évidemment, et du bien-être. Et voilà, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Une artiste multitask, comme j'aime l'appeler, qui est très douée dans plein de domaines, évidemment, la comédie. On te connaît en tant qu'actrice majoritairement, mais tu es aussi scénariste. Tu fais même des dessins de ouf, qui sont magnifiques. Constance, comment ça va ? Salut Tony, ça va hyper bien. Merci, je suis un peu gênée par cette introduction du coup, parce qu'on n'est pas habitué à se voir comme ça. C'est exactement ça que je kiffe dans ce podcast, c'est que c'est la première fois qu'on se voit en se face to face. Je suis trop content. Et puis on se voit en dehors du cadre du sport et puis de l'amitié qu'on peut partager maintenant depuis plusieurs années. Est-ce que tu es confortablement installé ? Je t'ai mis une petite tisane, un thé, un verre d'eau. T'as besoin d'autre chose ? Un super thé. Non, tout va bien. Je t'avoue que je suis ravi que tu me dises que t'aies besoin de rien d'autre, parce que sinon j'aurais été obligé de me lever et j'aurais été dans une mer de noir. D'interrompre tout, ça aurait été une galère énorme. Exactement. Je te réexplique en 2 mots le concept du podcast. Évidemment, le mot inspire, c'est vraiment la base de tout. Aujourd'hui, tu es là parce que je trouve que ton parcours est très inspirant, atypique, peut inspirer d'autres aussi. Et puis, on va utiliser le mot comme vraiment un moteur pour tout cet échange, on va dire. Chaque lettre va représenter un chapitre. On va y revenir. J'ai évidemment la petite tradition, avant de lancer le jingle officiel qui lance officiellement le podcast, c'est qu'on va inspirer ensemble pour se mettre dans la vibe. Je lance le jingle et on est parti. T'es prête ? Ouais. On inspire ? Et c'est parti. Tu peux me le dire, t'as kiffé ? Il est bien, ouais. Ah, t'as vu ? Il est bien ton petit jingle. Moi, je le lance toujours parce que ça détend. Tu vois ce que je veux dire ? Ça nous met dans une espèce de vibe. C'est toi qui l'as fait ? Absolument pas. Bien sûr. Je t'en doute bien, mais c'est libre de droit, donc je me suis servi. T'as bien fait. Exactement. On commence par le I de initial, qui est le premier chapitre quand même de Inspire. Je t'ai demandé de me trouver 2 mots qui représentent tes initiales, le C et le L pour Constance Labbé. Des mots qui te représentent, qui font partie de ta vie. Ça peut être des traits de personnalité, ça peut être un souvenir, un plat que t'as kiffé manger, une couleur, peu importe. Qu'est-ce que tu m'as trouvé pour le C ? Créativité. Moi, c'est magnifique, j'adore. Ouais. Bien sûr. En fait, j'ai vachement hésité parce qu'au début, ce qui m'est venu en premier, c'est chien. Ok. Mais je pourrais pas dire quand même que chien, ça me définisse. J'aime bien les chiens, mais j'aime bien j'ai même pas de chien moi, mais au-delà de, j'aime bien les chiens parce que j'aime bien ce qu'ils représentent. J'aime bien. Et ce sera un kiff d'avoir un chien peut-être aussi. Et ça serait un kiff d'avoir un chien. Ok. Mais en vrai, depuis toujours, créativité au sens, pas au sens professionnel, au sens, c'est un truc j'espère que ce mot me définit. Je pense qu'il te définit très bien pour te connaître. Alors évidemment, dans le cadre professionnel, parce que comme je l'ai dit en intro, tu fais plein de choses. Donc évidemment, ça demande beaucoup de créativité, ne serait-ce que par tes dessins, par exemple, si on sort juste du cas de l'acting. Et puis par ton style, ta vibe. Non, mais c'est vrai. J'ai des lunettes oranges. T'as des lunettes oranges, t'as un bonnet, tu kiffes et t'es toujours stylé. C'est hyper créatif. Moi, je suis un peu jaloux de ça, je te le dis tout de suite, parce que si je reprends ton style, c'est pas la même. Tu peux, mais c'est pas tout à fait la même. Non, ouais, mais même au-delà même dans la manière de penser, je trouve qu'il y a un truc. Et j'espère que ça me définit parce que c'est plus un moteur, un leitmotiv que est-ce que ça me définit vraiment. J'aimerais que ma vie soit créative et pas forcément dans ce que je fais, dans la façon dont je pense, dans les gens qui m'entourent. J'aime
j'aime me remettre en question les choses, j'aime que les gens le fassent et voilà. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est pas forcément aussi obligatoire que ça te définisse tout le temps, quotidiennement. C'est aussi un mot qui est un moteur pour toi et une envie d'être créative. Ouais. T'aimes bien aussi, j'imagine, être au contact de gens qui sont créatifs. Ça développe toi aussi ta créativité. De ouf. Mais encore une fois, je pense qu'on met vachement de pression derrière le mot créativité. Parce que ça veut pas dire que les gens qui m'entourent sont tous des artistes. Bien sûr. Je pense qu'on est tous créateurs de choses. Même quand on a des tafs sérieux, même quand on s'habille de manière hyper classique, je pense que j'ai des gens autour de moi qui sont hyper créatifs dans encore une fois des idées au quotidien ou dans leur domaine, quoi. Exactement, ou des façons de penser ou des façons de voyager ou juste des façons de voir le monde. Trop bien. Et le L, on passe au L. Le L, c'est lien. Ok, excellent. Développe, parce que j'adore ce mot. Et je pense que j'aurais pas dit ce mot il y a quelques mois, mais je pense qu'en fait, j'ai découvert il y a quelques temps que c'est un mot j'ai besoin d'être en lien avec les gens. J'ai besoin d'être... j'aime bien être seule, mais parce que j'ai conscience des liens que j'entretiens avec ma famille, avec mes amis, avec les gens du travail. Et c'est des expériences récentes qui m'ont fait découvrir que je suis malheureuse quand je n'en crée pas. Incroyable. Donc des déclics que tu as pu avoir dans ta vie perso qui ont fait que là j'ai besoin de liens, j'ai besoin de voir mes potes, j'ai besoin de voir ma famille, d'avoir du soutien. C'est plus des déclics que j'ai eu dans la vie professionnelle. D'accord. Où en fait je me suis rendu compte que c'était une donnée qui était importante pour moi en fait. D'accord. Et en plus il se trouve qu'on m'a offert à Noël, mon beau-père m'a offert un livre qui s'appelle La puissance des liens. Et j'étais étonnée je me suis dit, tiens, il me connaît pas mal, en fait. Incroyable, c'est un gros signe de la vie, ça. Ouais. Et est-ce que si c'est à cause entre guillemets, ou plutôt grâce aux professionnels que tu t'es rendu compte de ça, c'est parce que dans ton boulot, tu en as manqué à un certain moment? Ouais, il y a eu certains projets dans lesquels j'arrive, parce que fatigue ou parce que on n'arrive pas toujours avec une disponibilité, j'avais du mal à me lier aux gens. Ok. Et quand c'est le cas, je suis pas vraiment heureuse. Ok. Et c'est là que tu t'en es rendu compte aussi. Ok. Donc l'importance pour toi aussi d'avoir un noyau social, un noyau familial en dehors de ton travail. C'est quelque chose que tu entretiens quotidiennement aussi. Tu as ce besoin-là. Ouais, mais en fait, ça, je pense que c'est assez universel d'avoir un... Pas toujours, honnêtement, pas toujours. Peut-être il y a des pas gens qui se complaisent aussi dans la solitude, avoir un ou deux poteaux, voir leurs parents de temps en temps, tu vois, ça arrive. Ouais. Donc, moi c'est... Ouais. Mais c'est au-delà de ça, c'est en fait, je me sens de plus en plus liée je vais partir dans un truc hyper... Mais aux autres, de manière... même au sens large, métaphysique, tu vois, aux autres êtres humains. C'est-à-dire, je me dis, on est tous, j'ai l'impression qu'il y a des fils invisibles et on est tous reliés les uns aux autres. C'est magnifique ça, moi j'adore. Je sais pas, c'est quelqu'un qui m'avait quelqu'un avec qui j'ai travaillé, un comédien que j'adore qui s'appelle Thibaut de Montalembert qui m'avait dit ça il y a 2 ans. Il m'avait dit, c'est lui qui m'a dit ça. D'ailleurs, je reprends ça, mais c'est lui qui m'avait dit, moi je pense qu'on est tous liés par des fils invisibles et que notre devoir est de justement essayer de travailler sur nous-mêmes parce que si on travaille sur nous-mêmes et si on apprend à être des meilleures personnes, ça se répercute en fait. Ouais, on transmet nos énergies. Ouais, exactement. D'accord. Et ça m'avait vachement déculpabilisé même de réfléchir, de travailler sur, tu vois, de me dire, si moi je deviens une meilleure personne, ça peut servir à d'autres gens. Voilà. Très inspirant. Franchement, je kiffe tes 2 premiers mots. Mais non, mais sans déconner. Ils sont directs. Au début, je suis partie sur chien, chocolat. Et, tu m'as même dit en off, lecture. attends, je galère, j'en ai pas des mots. Et là, tu me sors 2 trucs au top, franchement. Écoute, j'ai rien envie de rajouter d'autres parce que c'est juste magnifique. On passe au N de naissance, le 2e chapitre du podcast. Tu es né le 29 mai 1988 à Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux nous partager tes premiers souvenirs d'enfance? Voilà, tu es donc du sud de la France. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs, des choses, des petites anecdotes à nous partager? Du sud de la France, non, malheureusement. Okay. J'adore être née à Aix-en-Provence. J'adore dire que je suis née à Aix-en-Provence, mais en vrai, c'est canon. C'est un peu sympa. Mais en vrai, j'ai pas vécu à Aix-en-Provence parce que mes parents ont déménagé quand j'avais 3 mois.
3 mois. Ils sont montés à Paris tout de suite. Et ouais, D'accord. et on est arrivé dans le 92 en banlieue. Ok. Non, j'ai pas grandi à Paris. J'ai vraiment pour le coup, j'ai pas du tout la sensation d'avoir grandi à Paris. Oui. J'étais plus tu vois, en banlieue. D'accord. Mais premier souvenir d'enfance, donc j'en ai pas dans le sud. Ouais. J'en ai dans le sud-ouest parce qu'en fait, je pense que mes premiers souvenirs ils sont de là-bas parce mes grands-parents ont une maison Mhm. il y a toujours la maison, malheureusement il y a plus mes grands-parents au Pilat. Ouais. Et j'ai des premiers souvenirs dans le jardin. Je me souviens de marcher dans le jardin. Je me souviens d'odeurs. Très olfactif. Alors, les souvenirs d'enfance, t'es pas la première qui me le dit. Les odeurs, ça ressort à chaque fois. Ouais. Donc, toi, c'est ce rapport tout de suite à l'océan et à la nature, parce que c'est aussi une région que tu m'as fait découvrir. J'ai eu la chance de découvrir grâce à toi, qui est juste incroyable. Donc, très vite, tu as ces souvenirs aussi, même si tu grandis en banlieue parisienne, de l'océan, de la mer. Ouais. Ouais. Des pins, des arbres, plus que de la mer. Ok. Ouais, de la forêt, de la forêt de pins, des landes. Ce rapport à la nature tout de suite. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et mes frères, j'ai des souvenirs assez tôt avec mes frères aussi, des jeux qu'on faisait. Ouais, parce que vous êtes plusieurs, hein, vous avez j'ai vous êtes 3 grands trois frères. grands frères. Donc toi, Ouais. t'es la petite dernière. Mm. C'est un peu particulier aussi, hein, faut être clair. T'es la seule fille parmi 3 grands frères. Ça va pas être toujours évident d'évoluer dans ce milieu-là, mais est-ce que vous avez grandi avec une bonne relation, vous avez été soudés, vous avez des beaux souvenirs en frères et sœurs? Ouais. Ouais. Et j'ai pas énormément de souvenirs d'enfance. Ok. Tu sais, il y a des gens qui ont plein de souvenirs. Moi, je gratte pour vraiment avoir des souvenirs qui ne sont pas liés à des photos. Tu sais, souvent, on a des souvenirs qui sont liés à des photos. Je suis d'accord. Mais j'en ai quelques-uns quand même, et c'est vrai que j'en ai plusieurs avec mes frères quand on jouait, quand on. Le sport aussi, j'imagine, ouais, tu le m'en as sport. souvent parlé. Hein. Ouais. Tout de suite, Enfin, ce rapport au sport. Ils faisaient du sport et moi, je les regardais faire où j'étais le poteau du foot, quoi. J'avais pas le droit de jouer avec eux, malheureusement, mais. Tu t'es bien j'étais rattrapé dégoûtée. depuis. Hein. Ouais, non, Ouais. attends, tu rigoles. Avant qu'ils jouent au tennis avec moi ou non, Ouais. je suis une fille. Ouais. Donc, de toute façon, mais. Le truc, c'est qu'ils sont 3. Ils sont C'est pas 3, comme si tu ils m'avais sont dit, genre, hyper baraques. tu vois, c'est pas comme si tu m'avais dit, j'ai juste un grand frère. Là, Ouais. ils sont 3, Ouais. donc forcément. Est-ce que, sans relater des souvenirs ou des mauvais souvenirs ou des bons, mais t'as eu des galères à un moment donné, justement, pour t'imposer dans cette fratrie-là en tant que fille. Tu me parles du sport, de te dire, ils jouaient pas trop avec moi, etc. Ou au contraire, c'est quelque chose que t'as vécu relativement normalement. Non, je pense que j'essaie de faire attention à ma lecture adulte de mon enfance, tu vois. Ouais. J'aimerais bien avoir accès juste à mes souvenirs. Non, je pense qu'il y a eu des moments durs pour m'imposer. Ouais, c'était c'était difficile. J'avais envie de faire partir du groupe et d'une certaine façon, c'est impossible. T'es une petite fille, c'est 3 garçons. Il y a une grosse différence d'âge aussi. Ouais, j'ai 5 ans avec le dernier. Donc j'ai 5, 7, 10. Oui, d'accord. Ils sont Donc beaucoup vraiment plus grands, la tu vois. petite fille, ouais. Ok. Non, je pense que j'ai joué avec eux, mais ouais, c'était difficile. C'était difficile. Il y a eu plein de moments où j'avais envie d'être un petit mec. Ok. Plein Ok. de moments où je me disais, ça serait quand même beaucoup plus cool. Pour te faire accepter un Ouais. peu plus facilement, etc. Ouais, et puis pour être dans le truc avec eux, quoi. Ok. Pour être Ok. dans le même. Mais c'est de Même là que ça bateau. devient peut-être aussi ce truc un petit peu de fighteuse à travers le sport, parce qu'on s'est découvert aussi avec le sport. T'es une sportive aguerrie, on y reviendra notamment dans ton parcours, le tennis, la natation, etc. C'est aussi ça qui a développé un peu ta force de caractère, tu crois? Bah, j'imagine. De toute façon, on est éduqués par nos frères et sœurs autant que par nos parents, donc ouais, sûrement. Ok. Et un peu plus tard, donc l'adolescence, etc., le moment où tout le monde se développe, toi forcément tes frangins sont un peu plus grands, donc j'imagine qu'ils commencent aussi à faire leur vie. Vous avez des bonnes relations aujourd'hui, hein, je le sais. Ouais. Donc c'est malgré tout une fratrie qui est solidaire et qui est, aujourd'hui encore, vous vous soutenez, j'imagine, dans vos projets, dans vos vies respectives. Ouais, vous de avez ouf. des bonnes relations. De ouf, on Ouais. a beaucoup de chance. Ok. J'ai 3 relations très différentes avec eux. Ouais. C'est pas du tout les mêmes types de rapports que j'entretiens avec chacun d'entre eux, mais c'est une chance d'avoir des frères et sœurs parce qu'il y a quelque chose quand même quand ça se passe bien, on n'a pas toujours été hyper proches, mais il y a quelque chose où
ils seront là, je serai là, quoi. C'est ça. Peu importe ce qui arrive, s'il y a des galères, Ouais, tu sais qu'il y a une épaule sur laquelle tu peux compter. Ouais. Et puis non, et puis en plus, j'ai aussi la chance d'aimer passer du temps avec eux. Vraiment, on se marre, on est potes en plus d'être frères et sœurs. Donc ça c'est génial. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Super. On passe au S de source d'inspiration. Et puis là, je me suis dit voilà, qu'on pouvait aller creuser dans différents domaines, parce que forcément, il y a plein de domaines qui te représentent aussi. On va passer par l'art, évidemment, d'abord, ce qui te représente le plus. Il me semble, tu me dis que si je me trompe, que tu n'es pas issu, entre guillemets, enfin, tes parents étaient dans le milieu artistique ou pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je pose souvent cette question-là parce que je trouve ça assez intéressant. Souvent, on reproduit aussi un petit peu les schémas de nos parents, etc., où on tire des sources d'inspiration de la part de nos parents. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'intéresses à l'art, que tu t'intéresses à la comédie, au cinéma, si ça vient pas de tes parents? Je sais pas. Ça, c'est génial. Aucune idée. T'as aucune idée. Aucune. T'as pas de transmission parentale de ça. Tu sais pas. Est-ce que, par exemple, c'est aussi bête que ça, tu vois? Moi, je sais que dans mon enfance, il y a des films qui m'ont marqué de ouf, ou des bouquins que j'ai lus. J'étais un fan de Jules Verne. J'adorais regarder Retour vers le futur. Tu vois, toutes ces choses-là qui me faisaient rêver. Toi, t'as un film, t'as un livre qui, à un moment donné, crée un déclencheur. C'est dingue. Okay. Non, j'adorerais pouvoir dire oui. J'adorerais dire, mais si, il y a ce sincère. film, il y a machin, Ouais. Charlie Chaplin. Non, mais tu vois, il y a... Tu peux nous faire un petit mytho pour Non, mais grave, je pourrais mytho et tout, dire un truc genre, ah si, j'ai vu cette pièce de théâtre et je me suis dit que ça y est, c'était ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que je voulais un peu faire du théâtre, mais je ne sais pas trop pourquoi. Ok. J'ai essayé de 3 cours, mais j'ai essayé de monter dans mon lycée, parce que j'avais un lycée très... j'étais dans un lycée de filles avec un peu des bonnes sœurs et tout, donc j'avais essayé de monter un cours de théâtre, là ça avait pas pris, et puis tu sais absolument pas d'où cette fibre est venue. Mais aucune idée. C'est génial. Mais moi je trouve ça génial aussi, parce que ça, des fois ça tombe du ciel. Je sais pas. Non, en fait c'est pour ça que j'ai commencé l'interview par créativité. C'est le seul truc, si j'essaye d'être objective par rapport à la petite fille que j'étais et tout, c'est que j'ai toujours essayé de créer des choses. J'ai toujours inventé plein de trucs. J'ai toujours dessiné, déjà. J'ai toujours inventé des jeux de rôle. Okay. Tu vois, Tu crées des jeux de rôle? Ouais. C'est charmé, ça. Ah ouais, non mais... Et genre, tu faisais tester les jeux à tes frangins et tout? Je jouais de ouf avec mes cousines. Vachement. Mais mon frère, je me souviens, était... j'avais inventé tout un truc. On avait une banque où j'étais banquière, quoi. Et mon frère, c'était le directeur de la banque et il venait. Donc, il y avait déjà des scénars. Ouais, il y avait des scénars. Incroyable. Mais je les écrivais pas, tu vois, mais il y avait des trucs. Donc, mais il y avait ça, et puis je faisais aussi des défilés de mode. J'étais hyper... Ouais, tout en rapport avec la créativité. Ouais. Exprimer une forme de créativité. Et tes frangins, parce que je sais que voilà, Guillaume, lui, il a aussi fait est-ce que lui, il a commencé et du coup, ça t'a donné l'envie ou pas du tout? Pas du tout. Non, okay. Parce que quand moi j'ai commencé à faire du théâtre, lui, il était en fac de psycho. Ah ouais, rien à voir. Ouais. Ensuite, il a fait une école d'écriture. Quand je suis partie étudier... quand j'ai commencé à jouer à Paris au théâtre, lui, il était en école d'écriture, mais il voulait pas du tout être comédien. D'accord, ok. Donc ça, on y reviendra dans ton parcours, effectivement. Ouais, c'est assez dingue. Ça t'est tombé dessus comme ça. C'est une graine que t'as fait pousser. Voilà, c'est génial. Ouais. Dans le sport, est-ce que tu as des sources d'inspiration? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, tu es très sportive. Tu as fait beaucoup de natation, du tennis. Natation, peut-être par rapport, justement, tu me parles du Pilat. À chaque fois qu'on parle du Pilat et que j'ai eu la chance d'y aller avec toi, voilà, c'est bête comme expression, mais t'es vraiment comme un poisson dans l'eau. Tu as même tenté de me donner des cours de natation. Franchement, bravo, parce que voilà, habituellement, c'est moi qui te coach sur certaines choses. Pour le coup, ça m'a fait kiffer de me faire coacher. Je nage comme une clé à molette. T'as pas pris assez de cours, Tony. Tout à fait, mais merci beaucoup. C'est vraiment de la gentillesse. Voilà, c'est pas du tout remettre en question mes capacités de nageur. Déjà, ça t'est venu d'où, cette passion pour le sport? Et est-ce que des gens t'ont inspiré? Est-ce que t'as... Voilà, en grandissant, il y a des sportifs, connus ou non, qui t'ont donné cette envie-là? Alors, mes parents étaient très, très sportifs. Ma mère était prof de sport avant. Elle a changé de métier, mais quand on était petit, quand mes frères étaient petits, elle était prof de sport.
Mon père était il a fait beaucoup aussi de sport. Il a fait beaucoup de foot et beaucoup de tennis. Donc on était une famille. Mes frères, on a tout de suite baigné dedans. D'accord. On a commencé le sport hyper tôt. Et moi, je sais que ma mère avait envie que je nage parce que je me souviens qu'il y avait une maison. On avait une maison près de l'eau un été. Et j'étais toute petite et qu'elle s'est dit bon, il faut qu'on lui apprenne à nager Par sécurité. par sécurité. Donc j'avais 2 ans. D'accord. Donc j'étais quand même toute petite quand elle m'a mis dans Ah ouais. un bassin. Elle m'a dit bon bah maintenant, tu vois, elle m'a appris la nage du petit chien quoi. À 2 ans. Ouais, 2 ans et demi je crois. Ouais. Parce que, voilà, ce côté préventif de se dire Ouais. on est au bord de l'océan, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Voilà, il n'y avait pas de notion Non, c'était de... même pas ça. Je crois. On était chez des amis. Il y avait une piscine. Elle s'était dit bon, il faut lui apprendre à nager. Ok, Tu vois. c'était pas genre, allez, ma fille va faire du sport, on va l'inscrire Non. dans un club, il n'y avait aucune notion Alors de performance. après, si le truc c'est que Ok. ma mère, elle a fait de la compète de natation aussi. D'accord. Donc je pense que Oui, il y a elle- de la transmission là. ouais, il y a de la transmission. Même si elle me l'a jamais dit, mais je pense que c'est évident. Mhm. Et j'ai commencé en fait très 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 jeune, je crois à 4 ou 5 ans en club à nager jusqu'à mes 11 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc t'as fait de la compète et tout, Ouais, t'as des ouais. souvenirs de ça? Ah ouais, Ok. à la compète de natation, de ouf. Tu kiffais? Parce que je sais que t'as un rapport à la compétition, voilà, je sais, des fois quand on joue à des jeux, tu vois, le Time's Up et tout. Ah, je suis hyper compète. T'es hyper compète. Je suis dans une famille compète. Hein. Voilà, le sport, je pense que c'est aussi le rapport à avoir grandi avec tes frangins, hein, faut pas se le cacher, tu vois, ce rapport à la compétition. Mm. T'as des souvenirs, des anecdotes à nous partager je sais pas, d'une compétition de natation ou... Si, j'en ai parce que je me souviens que je me faisais des séances de relaxation et d'hypnose avec ma mère qui était à ce moment-là devenue psy Waouh! avant les compètes. Et ça, je me souviens que ça marchait hyper bien. Bah, et c'est ce que tous les athlètes de haut niveau Ouais. font maintenant. Donc toi, à l'époque, tu le fais déjà Ouais, avec ma ta mère, mère. elle me le faisait avant. Et je me souviens d'ailleurs d'une compète de natation où je crois que c'était un genre 2 fois, pas un 4x100, mais je me rappelle plus exactement de la compète, mais en tout cas, je sais que c'était du dos crawlé et c'était pas du tout ma nage forte, parce que moi, c'était le crawl. Moi, je maîtrise de ouf le dos crawlé. De ouf, tu coules. Et elle m'avait fait une grosse séance d'hypnose Ok. avant, de visualisation et tout, et j'avais dépoté. J'avais fait un score de ouf et tout. Incroyable. Ouais. Et là, je sais que j'avais 10 ans. Ça Mais- développe chez toi ce rapport à la psychologie, à la préparation, à la visualisation. Tu te dis, tiens, ça Ouais. a marché, je vais continuer. Ouais, alors, mais bizarrement, j'ai pas du tout continué la visualisation. Mais je pense Ok. que ça s'est ancré en moi quelque part, parce qu'il y a des choses, mais je me fais plus du tout de séances d'auto-hypnose ou de visualisation. C'est dommage, d'ailleurs, je pense il faut que je recommence. Mais, Mhm. en revanche, j'ai pas du tout de stress. Je suis pas du tout quelqu'un de traqueuse, de Ah ouais. nerveuse avant Avant un même gros les examens. tournage ou avant Ouais. une grosse échéance. Pas de Pas stress. du tout. Même, je me souviens de mon bac, de ma fac de droit, des partiels, et après du théâtre et tout. J'aime bien. C'est hyper bizarre. J'ai pas du tout de... Bah, ça a du sens si t'as été confronté, entre guillemets, à la compétition étant jeune. Moi, ça a été mon cas aussi, tu vois, très jeune dans le sport. Finalement, ça te forge pour plein de choses, tu vois. Ouais. L'aspect compète, résultat, il y a un timing, il faut faire le meilleur temps, il faut être la meilleure, etc. Quand vient le moment de, peut-être, je sais pas, moi, faire une promo ou commencer un tournage, il n'y a pas de notion de stress, il n'y a pas Non, de pas notion trop. de performance. Il y a une notion de performance, mais de compétition vis-à-vis de toi-même, finalement. C'est Ouais. peut-être plus facile à gérer, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Ouais, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Trop bien. Est-ce que tu as eu dans ton parcours des mentors ou un mentor qui, à un moment donné, tu vois, si on avance un petit peu, avant qu'on commence justement le P de parcours, ce sera une transition après pour moi, quelqu'un qui t'a ouvert une porte, qui a déclenché chez toi un côté artistique, qui t'a accompagné sur tes premiers moments, si on reprend par exemple le théâtre, qui a été vraiment le début de ta carrière, qui a fait partie de ta carrière, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, ou un événement, tu vois, qui fait que... Moi, je reprends souvent cet exemple-là. Je sais que j'ai eu quelqu'un dans le sport, tu vois, qui m'a drivé, qui m'a fait confiance, qui m'a ouvert ses portes, qui m'a appris. Et du coup, encore aujourd'hui, j'utilise ces méthodes, tu vois. Et 20 ans plus tard, c'est quelqu'un que j'oublierai jamais, tu vois, qui m'a vraiment pris sous son aile. Ça t'est arrivé, toi? Un prof, peut-être? J'ai eu un prof à New York qui s'appelait malheureusement Mark Bloom et qui était c'est pas tant sur l'enseignement, mais je me souviens de lui. J'ai un souvenir énorme de sa présence et
de la façon dont il nous regardait et dont il nous enseignait le métier, qui était assez exceptionnel. Et surtout, c'est quelqu'un à qui j'ai demandé après, par la suite, je sais on aura peut-être l'occasion d'en parler ici, mais quand j'ai monté une pièce à New York, je lui ai demandé de mettre en scène la pièce. Et c'était Marc, c'était un grand metteur en scène, un grand acteur de Broadway. Ok. J'aurais jamais pu m'offrir son travail et je lui ai demandé de le faire gratuitement. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez mettre en scène et il a accepté. Donc il nous a mis en scène, on a travaillé non-stop pendant 1 mois et demi. Et ce mec, je pense que j'ai fait Il t'a marqué. Il m'a vachement marqué. Aujourd'hui, c'est des choses que tu utilises dans ton travail, des choses qui t'a transmises. Non, de manière alors directe juste ou indirecte. de manière si vachement. Évidemment, la façon dont il nous a mis en scène et tout, c'était ouf. Après, il y a une autre prof qui s'appelle Carole Rosenfeld, qui était une prof, qui est toujours d'ailleurs une prof à HB Studio. Et elle nous a appris des méthodes d'acting que j'utilise. D'accord. Ouais, de ouf. Ok, super. De ouf. Ça, c'est hyper important parce que, moi, je le dis toujours, on peut jamais réussir seul et à un moment donné, il faut toujours que quelqu'un nous ouvre la porte, quelqu'un nous inspire. Et quelques années plus tard, tu l'utilises encore. Ouais. Ça me fait ma petite passe pour le P de parcours, le prochain chapitre. Alors, malgré ton jeune âge, je peux me permettre de le dire parce que je suis le yeuve ici, tu as un parcours qui est très, très dense. Et donc, j'ai dû faire un peu des choix. J'ai dû faire un peu des choix pour revenir sur les moments peut-être cruciaux de ta carrière. On en parle, justement. L'apprentissage, les cours, les formations, le théâtre. Tu fais plein de stages, notamment même au plus connu, on va dire, les cours Florent. C'était important pour toi, déjà, comment tu as ce déclic? Parce que si on y revient sur le début, où tu me dis que tu sais absolument pas d'où vient cette fibre artistique et créative, déjà, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te dis, j'ai envie de prendre des cours et en plus de théâtre? Et est-ce que c'est important pour toi de te dire, voilà, pour m'y mettre, il faut que j'apprenne les bases de ce métier? Ouais. Alors, réponse hyper chiante, je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. J'ai passé mon bac et j'ai fait du droit parce que je voulais être avocate. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je fasse du théâtre. Tu as suivi ta fibre créative. Ouais. Si on en revient au début du podcast, si tu as choisi ce mot, c'est pas pour rien. Non, exactement. Il y a eu un truc où je me suis dit... En fait, je me souviens juste de me dire, putain, je me dis, imagine-toi à 40 ans. Alors, j'en suis pas loin, donc c'est... Ouais, mais je me dis... Ça suffit. Imagine-toi à 40 ans, si tu fais pas quelque chose comme ça, tu vas être triste. Et je me disais juste ça. T'avais quand même déjà cette conscience-là, de te dire faut que je suive mon instinct. Ouais, il y avait un truc, faut aller là-dedans, mais j'étais pas issue d'une famille d'artistes. Je me disais c'est un métier hyper compliqué et tout. Mais donc du coup, je me suis inscrite au cours Virio, qui était une école à Paris, en parallèle de ma fac de droit. Et donc tu faisais les deux. Je faisais les deux en parallèle. Et comme j'ai la chance d'être j'avais pas de problème en cours et j'étais plutôt une bosseuse et ça marchait bien. Tu peux le dire, t'es la bonne élève devant la classe qui pense à tout. Je suis cette meuf-là. Voilà, c'est horrible. C'est pour ça que je me mets des bonnets et des lunettes pour faire genre. Je suis en fait une vraie artiste. Mais en vrai, je suis pas du tout ça. Je suis une première de la classe, Tonino. C'est insupportable. C'est pour ça le style. Je suis un peu vrai, déçu, au fond de moi, j'ai un chemisier là. Je suis super déçu en fait, mais bon bref, je la vois cette meuf. J'ai rien à faire dans ce podcast. Elle a complètement traumatisé mon éducation. Enfin bref, donc t'arrives à faire les deux, t'arrives à cumuler les deux. J'arrive à cumuler les deux et ensuite j'ai l'impression qu'il y avait, je sais pas, j'ai passé une audition pour une pièce de théâtre à la fin parce qu'on m'avait repéré l'assistant d'un metteur en scène à mon spectacle de fin d'année. Mais à ce moment-là, je devais partir en Erasmus faire mon master de droit. J'étais pas du tout. Ah, il y a une dualité donc dans ton parcours. Ah ouais, complètement. Tu as un double choix à faire. Ouais. Et excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est important. Dans ce processus d'apprentissage, tu développes la notion de plaisir. Tu sens que ça te fait kiffer. Ah ouais. Ok. De ouf. Ok. Et surtout en vrai, j'ai un super prof aussi qui m'aime bien. Parce que moi, je fit pas trop dans l'école de théâtre. Pour le coup, à ce moment-là, je mettais pas des lunettes oranges.
Merde. J'étais la bonne élève. Tu vois, et c'était les autres. Je me souviens, les autres c'était des cools, c'était des artistes. C'est vrai qu'on a toujours ce regard un petit peu hippie sur le côté de théâtre. ouf. Enfin, Mais c'est c'était ça, hein. C'est pas un cliché donc. Bah non, à l'école c'était des gens à la mode avec des chapeaux, qui fumaient, qui allaient faire des expos à Paris. Moi j'étais la sportive du 92, bonne élève. J'avais rien à faire là, tu vois. Je fumais pas, je buvais pas. Et Ok. donc, vraiment, en plus, il me dit, j'étais la petite bourge, quoi. Ok, Tu vois. ok. Et Donc on te repère suite à un spectacle de fin d'année, c'est ouais, ça? on me propose une audition. Et Ok. moi, je vais passer l'audition c'était une comédie de boulevard, écrite par une super auteure qui est devenue une de mes meilleures amies maintenant, qui s'appelle Carole Grepp. Et je l'ai. Et j'ai la pièce. Et donc, Génial. je commence à jouer tous les soirs à Paris. Et là, la vie, elle change complètement. Je continue le droit par correspondance. Ah quand même. Ouais. Tu te dis, est-ce que tu le fais en mode backup, même si t'as déjà Je le un fais peu- en mode backup et en mode quand même mes parents qui me disent Ouais. ouais, Ouais, t'as attends. les parents derrière. Ouais, un petit peu quand même. On va attendre un peu peut-être la vie de Ouais, saltimbanque, tranquille. on va prendre un... Tranquille. Ouais. Calme-toi. Ok. Ok, t'as eu une pièce, c'est super, calme-toi. Détends-toi donc. Ouais, Ok. fais ton droit quand même. Même si toi, intérieurement, à partir du moment où tu as cette pièce et que tu commences à jouer, tu te dis, bah ça y est, t'étais convaincu à ce moment-là que tu vas en Ouais. faire ton métier et ta Il y carrière? a un peu un blackout à ce moment-là Ok. dans mon cerveau. Je sais Ok. pas, de mes 19 à 22-3, Mhm. il y a un peu un... Je sais pas trop qui j'étais. J'ai un peu l'impression de m'être laissée un peu porter par ce qui se passait. Bah, c'est un âge crucial. Enfin, je me demande Ouais. si quelqu'un sait vraiment qui il est entre 19 et Non, 23 ans peut-être pas. quand tu réfléchis. Ouais, peut-être pas. C'est un âge où tu sors de l'adolescence, Ouais, tu sais pas qui c'est. rentres dans la vie adulte, tu sors de la vie scolaire, tu rentres tout doucement dans la vie active. Mm. C'est chelou, finalement, quand tu y penses. Tout le monde se cherche et tu te dis, qu'est-ce que je fais, les bons choix. Mais par contre, ce que je constate, c'est ce qui te drive, c'est toujours cette créativité, on y revient, et la passion que tu développes pour le théâtre. Ouais. Presque plus la créativité, être dans un truc que la passion pour le théâtre. Tu trouves ça cool, quoi, d'être dans cet environnement-là et de pouvoir Après, j'ai t'exprimer. adoré la pièce. Ouais, mais il y avait un truc, je trouve, je me pose pas trop de questions à ce moment-là. Ok. C'est après que quand la pièce s'est arrêtée et que là, je me suis dit, oh là, attends, il se passe quoi exactement? Parce que là, j'en ai chié, j'avais plus de boulot, je faisais des petits jobs, j'essayais de maintenir mon statut d'intermittent, j'avais 24 ans, et là, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu fais là, ma vieille? Parce qu'en Ça, faut que tu me gardes cette période-là pour la partie incertitude Ah que ouais, je trouve hyper intéressante. ok, je te la Donc, garde. je me permets de te dire, on va se le garder parce que ça, c'est top. Ok, Je fais un bond en avant, justement. ouais, Et moi, je trouve que ce parcours de vie, là, il est assez incroyable. Tu décides de partir à New York. ouais, Tu te dis, je pars à New York. Tu fais une école à HB Studio pour continuer ta formation. Alors que là, j'imagine que c'est aussi en anglais, hein, peut-être pour te dire, j'ai envie d'être bilingue. Donc, tu as ce déclencheur. Est-ce que tu le fais parce que tu as envie d'aventure? Est-ce que tu as déjà l'objectif de te dire, j'ai envie d'être une comédienne internationale et j'ai envie de pouvoir assurer en anglais? Ou c'est sur un coup de tête? Comment ça vient, cette histoire de partir à New York? T'as quel âge à ce moment-là? j'ai 23. Ok. J'ai 23 ans et je me dis, j'en parlerai dans mes incertitudes, mais je me dis effectivement, bon là, si je veux vraiment faire ce métier, il faut le faire vraiment sérieusement. Donc, j'avais fait cette école de théâtre à Paris, mais qui était quand même en parallèle de mon droit et pas full-time. Et je parlais pas un mot d'anglais. T'as une prise de conscience. Ouais, un peu, je me suis dit, attends, en fait, là, je fais un peu de la merde depuis un an. Soit je suis sérieuse avec ce métier et je vais vraiment l'apprendre. Ouais. Et j'en profite pour apprendre une nouvelle langue et me sortir un peu les doigts. Et soit je fais autre chose et je reprends le droit et je reprends... Mais en tout cas, il faut que je redresse la barre à un endroit. Tu quoi. sens que t'es à un carrefour. Ouais, exactement. Ok. Et je sens que ça fait 1 an et demi que je fais un peu de la merde. Ok. Donc là, j'ai une espèce de prise de conscience de attends, tu peux pas. T'étais bonne en plus. Enfin, je veux dire, Ouais. t'étais prometteuse. Moi, je me suis dit, T'étais ma première petite de la dame, classe. ma Ouais. petite dame, il y avait du potentiel. C'est quand même dommage. Tu t'es reposé un petit peu sur tes lauriers. Ouais. Et Et puis... j'ai cru que la vie c'était fastoche, quoi. Ok. Tu vois. Ok. Donc là, tu te dis, je me mets un coup de pied où je pense et je pars. Et je pars à New York. Incroyable. Ouais. Tu pars là-bas. Raconte-nous un petit peu ces débuts parce que souvent on va juste au point d'arriver, mais
Moi, je l'ai vécu aussi, tu vois, en tant que Français, tu arrives à New York, tu connais personne, etc. Bah, Déjà, t'es- est-ce que tu connais quelqu'un sur Non. place? Ok. Tu arrives, tu es la petite Frenchie, tu as envie d'apprendre l'anglais et de faire des cours de théâtre. Enfin, comment ça se passe les premiers jours, les premières semaines? Ah bah, je suis complètement paumée. Je parle pas un mot d'anglais. À ce moment-là, je faisais une école d'anglais. Dans un premier temps, je suis partie pour faire une école d'anglais pour passer mon TOEFL. Yes, on l'a Enfin, tous fait, c'est ce tous truc. fait pour rentrer dans l'école de théâtre. Exactement. Donc là, voilà, non, ouais. Là, franchement, j'avais une pote d'une pote. Je suis arrivée à Brooklyn dans un endroit en pensant que j'étais mais au fin fond du Bronx et que j'allais me faire buter par un gang, alors qu'en fait j'étais à Williamsburg. Donc t'as pas compris que j'étais chez les gros bobos, mais moi j'étais pas au courant, tu vois. Je parlais juste rien. Je me disais bon. T'avais jamais été de ta vie avant? Non. Ok, t'as pris ton sac et Si, tu mais dis... n'importe quoi. J'y avais été, bien sûr. Ok. Si, parce que mon frère avait été à New York avant et D'accord. j'avais été lui rendre visite. Bon, tu connaissais quand même un peu la vibe de la ville. Je connaissais un peu, ouais. Ok. Mais Mais bon, de là, je parlais pas un mot. ouais, hein. c'est ça. De là à dire j'y vais une semaine en vacances Ouais, et non, je vais ça y vivre, change. c'est pas la même. Ouais. Et puis après, en fait, je me suis bien dépatouillée. Je me dis même, putain, je suis fière de moi à l'époque, quoi. Tu vois. Important de se dire ça. Ouais. Très important de se dire Ouais. qu'on est fier de soi. Parce qu'effectivement, donc tu rentres dans cette école, Mm. puis tu décides de continuer à te former. J'avance un petit peu par Ouais, rapport bah à oui, ton bah parcours, là, sur un truc on qui y est est pour 8 heures. Hein. assez... Mais c'est pas grave, si on a 8 heures, on fera 12 parties, et puis tant pis. Un truc que tu m'avais raconté un jour, que j'avais trouvé ça assez dingue, parce que pareil, tu me l'as raconté au détour d'une conversation où tu avais énormément d'humilité sur le sujet, tout ce qui te représente. Ouais, puis sinon, à New York, je décide de monter ma pièce, d'adapter une pièce, et puis de la jouer à New York. Je dis, mais attends, de quoi tu me parles? T'es une petite Frenchie de 23-24 ans, et tu te dis, je vais monter une pièce à New York. Tu peux nous parler de ça? Parce que je trouve ça assez dingue comme accomplissement. Ouais, mais maintenant, moi aussi, je trouve ça dingue. À l'époque, je me rendais pas compte et maintenant, je me dis, putain, est-ce que j'ai fait un truc aussi bien depuis? Arrête donc. Arrête donc, t'abuses. Non. Non, mais c'est assez ouf pour le Ouais, coup. c'est ouf. En fait, tu sais, après l'école, on te donne un visa de travail pendant 1 an. Ok. Quand c'est des écoles reconnues enfin, il y a un espèce de truc. Mais bon, j'avais un visa de travail, donc je pouvais rester encore sur le sol américain pendant 1 an. Tu t'y sens bien à ce moment-là? Je m'y sens trop bien. J'ai pas envie de rentrer en France tout de suite. Mhm. Et j'ai cette fameuse amie, Carole Grepp, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai joué, c'est la première pièce que j'ai jouée, est écrite par elle, qui écrit donc du vrai bon théâtre de boulevard, très drôle, D'accord. et qui avait écrit cette pièce qui s'appelait Meilleurs vœux, que j'avais vue à Paris et que j'adore. C'est une pièce à 2 personnages hyper poétiques. Pour le coup, c'est pas trop du boulevard, mais c'est une petite comédie hyper mignonne, hyper jolie, Ça te touche. qui me touche vachement. Ok. Et je me dis, qui se passe à Paris, qui se passe dans un petit appart. C'est vraiment un super jeu de comédien et tout. Et je me dis, bah tiens, je vais la traduire. Ok. Donc j'ai fait une première traduction. Et puis ensuite, j'ai monté un petit groupe de traducteurs là-bas avec des gens que j'avais rencontrés là-bas, notamment une franco-américaine et puis un vrai américain qui était dans mon école, qui est un super gars, super auteur et super comédien qui s'appelle Christopher. Et on s'est mis à table pendant des semaines à essayer de traduire tous les jeux de mots et tout cet humour qui est hyper, en plus propre à Carole, qui est vachement français, avec des espèces de... Elle joue vachement avec les mots, Carole, et c'était hyper dur à traduire. Ça va être très très dur à traduire, Hyper dur à traduire. en anglais, parce que quand tu fais cette démarche-là de dire je vais m'entourer d'une équipe, etc., tu as déjà pour ambition de te dire on va la monter, on va Ah la ouais, jouer. ouais. Ok. À C'est ce- ce qui te drive. Oui, à ce moment-là, je me dis, je vais la traduire, je vais la monter D'accord. et je vais la jouer. Mais juste à ce moment-là, je me dis déjà, il faut que je la traduise parce que Bien ça se sûr. trouve, je vais pas y arriver. Et donc, moi, tu vois, j'avais fait une première passe de traduction où j'avais laissé entre parenthèses tout ce que j'arrivais pas à traduire. J'avais expliqué en anglais Wow. pourquoi c'était drôle. Quantité de taf. Mais la quantité de taf, je me disais, Hallucinant. mais bon, c'était génial. Hein. Et puis on a fait ça et on est arrivé à une version qui était bonne. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Donc j'ai été visiter des théâtres, mais j'étais toute seule. Et puis surtout, tout le monde me riait, mais vraiment, mais tout le monde disait, mais je comprends pas, c'est quoi le projet? Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Mais c'est pour ça que moi j'adore cette histoire, parce que tu sais, je visualise le truc un petit peu très très cliché cinéma de la petite française Ah, ouais. passionnée de théâtre.
Tu sais, on pourrait en faire un film de Ouais, ce truc-là, je te le dis. Franchement, bon, on va se garder l'idée pour nous. mais sans déconner, tu vois, qui veut absolument monter sa pièce, etc. Et qui va toquer aux portes. C'est ouf. C'est ouf. Non, franchement, c'est assez ouf. C'est assez ouf. J'ai un peu j'ai pas repensé à hyper longtemps. J'ai un peu d'émotion de repenser à moi et de me dire, c'est cool. Ouais, franchement, c'est cool. Je suis fière du truc. Et donc, voilà, il y a un théâtre qui t'ouvre ses portes. Mais même pas, en fait, parce qu'en fait, le off-Broadway, ça se passe en location. Donc, moi, j'ai dû avancer. J'avais mis de l'argent de côté parce que j'avais bien bossé. Et je bossais dans un resto et je me faisais pas mal de thunes à New York. Et j'avais mis un peu d'argent de côté. Donc, j'ai fait un chèque. J'ai loué ce théâtre qui s'appelait le 4th Street Theatre. Ouais, donc, tu as investi sur ton truc. Ouais. C'est fou. Et j'ai fait un chèque à ce théâtre. Et c'était genre, on était en janvier, je l'ai loué en mai pour mon anniversaire. Je l'ai loué 3 semaines. Et je me suis dit, maintenant j'ai 4 mois pour monter la pièce. Ouf. Ouais. Et donc tu vas voir ce fameux mentor dont tu nous as parlé. Je vais voir ce fameux mentor, c'est le premier truc que j'ai fait. Et je lui montre la pièce et je lui dis, voilà, moi je veux la jouer. Christopher qui m'a aidé sur la traduction aussi, je voulais qu'il la joue avec moi. C'est un de 2 personnages. Et je vais voir Marc et je lui dis, voilà, est-ce que vous acceptez de nous mettre en scène pour rien? Et je me souviens, il a lu et on a déjeuné ensemble. Il a pris ses petites lunettes là et on était à table. Il a ouvert son petit agenda de papier et il a dit, bon, alors quand est-ce que tu serais dispo? Et là, j'ai fait, putain, ça veut dire qu'il dit oui. Le mec est sérieux. Putain, le mec, c'est sérieux, il prend son agenda et tout. C'est vrai que quand quelqu'un en face de toi prend un agenda et un stylo, ça officialise vachement le truc. C'est comme toi, quand tu me dis, bon, le cours de sport de samedi, on le fait. Et là, je fais, ah putain, ça y est, on le fait vraiment. Je prends mon planning et je note. Ouais. T'es un peu, quand tu sors ton un peu portable. obligé. Mais là, c'était agenda papier. Et je me souviens, je me souviens surtout d'un truc qui s'est passé après. Donc, il me dit, OK. Donc, moi, on prend le bas de combat. J'essaie de trouver quelqu'un pour faire la lumière, le décor, les trucs et tout. Tu te bats pour monter ce truc, quoi. Ouais. Et je commence à monter une petite équipe et tout. Et les répètes devaient commencer. Et là, je me souviens, c'était un soir, il neigeait. On était en février. Et ça devait être tout le mois de mars, les répètes. Et Marc Bloom m'appelle et me dit, écoute, m'envoie un message en me disant, en fait, j'ai eu une pièce à Broadway que je vais commencer à jouer. Je vais pas avoir le temps. Je peux pas le faire. Et je me dis, mais je me souviens, je cours dans la nuit. C'est un truc hyper dramatique. Je pense que je me mets en scène à ce moment-là. Je cours dans la nuit sous la neige. Je sais pas. Je te dis, c'est tellement cinématographique tout ce que tu me racontes. Et je cours jusqu'au bar à Bushwick, à Brooklyn, où travaillait Christopher. Et je vais le voir et je lui dis, Marc peut pas et tout. Comment on va faire? Et là, il me dit, merde, c'est la merde et tout. Et je dis non, mais je pars du bar et je dis c'est pas possible. Et donc le lendemain matin, j'appelle Marc, je dis écoute, je suis désolée, mais c'est pas possible. Moi, j'ai tout mis en place. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous dire oui puis non. Donc en fait, tu vas nous mettre en scène. Donc tant pis, on va s'accorder sur ton planning. Donc tant pis, il faudra peut-être commencer à 6h du mat ou tard le soir. Wow. Et il a dit OK. Il a dit OK. Ça c'est hyper inspirant. Tu te bats jusqu'au bout. Mais comme une pour malade. Le truc, tu vois. Tu vas chercher le gars dont tu as besoin pour monter ce projet. Donc il accepte, vous faites les répètes, j'avance un petit peu et la pièce se joue. La pièce se joue. Incroyable. La pièce se joue, on vend des places, on fait des partenariats avec un resto français à côté. Enfin, la pièce se joue, il y a du monde, quoi. Et là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu te rends compte encore plus maintenant de l'ampleur de ça. À l'époque, tu en as conscience de dire « J'ai réussi à faire ça à New York. Ça fait 1 an et quelques que je suis là. J'arrive à monter une pièce. Je joue à New York. Je suis française. Ouais. » C'est un délire quand même. Ouais. Et tu t'en rends compte à ce moment-là ou pas du tout? Non. Ok. Donc, t'as pas la notion de achievement, comme on dit, de plaisir? Ah, de plaisir de ouf. De plaisir, ok. Ah non, si, je suis hyper... Si, okay. Je me rends compte, surtout le jour de mon anniversaire, je me rappelle que ma meilleure pote qui vivait à Montréal est venue, que mes parents sont venus. Magnifique. Voir la pièce. Magnifique. Et c'était le 29 mai, et je me souviens du bonheur, mais c'est surtout ça, du bonheur. Je me disais pas, putain, j'ai réussi un truc de ouf. Je me souviens juste de... Le plaisir que ça t'a donné. Plaisir de ouf. Et puis cette pièce, j'ai
Mais j'ai adoré la jouer. Ok. J'ai adoré la jouer. Magnifique. Ouais. Merci de nous avoir partagé Bah cette non, mais histoire. trop bien, c'était trop bien de s'en rappeler. C'est magnifique. On avance un petit peu sur ton parcours, évidemment, le retour à Paris, toujours lié au théâtre, hein, forcément. Tu rentres à Paris, tu reprends le théâtre, etc. Moi, j'avance un peu pour savoir qu'est-ce qui te fait passer des planches voilà, au petit écran. Quel est le déclencheur qui fait que, à un moment donné, tu touches à la télé? Je sais pas si j'avais envie de faire de la télé. Je pense que c'est un truc aussi, pour le coup, et c'est dommage qu'on se la pose pas plus, la question. Mais en tant que comédien, tout le monde pense que c'est un peu évident qu'on veut faire, on veut faire de l'image. Tu vois, il y a un truc de, quand t'es comédien au théâtre, d'ailleurs, on te le dit, pourquoi tu fais pas du cinéma? C'est un truc que, c'est comme si c'était un parcours classique. Ouais. Alors, tu veux dire pour le grand public? Parce que moi, pour connaître pas mal de comédiens, etc., il y en a plein qui n'ont pas envie de faire de télé et qui kiffent juste le théâtre. Ouais. Alors, pour le grand public. Mais pour le grand public, Et moi, comme j'étais pas... pareil, j'ai passé des auditions sans me dire est-ce que vraiment je veux tourner, tu vois. Okay. Mais t'as quand même un truc où t'as envie d'être... T'avais envie d'y toucher ou t'avais envie d'expérimenter, t'avais envie côté peut-être créatif? Ouais, j'avais envie d'expérimenter, ouais. Et quel est le premier projet qui te fait confiance? Bah, je sais pas si c'est vraiment le premier, mais dans mes souvenirs, il y a eu un moment de bascule, en tout cas, quand j'ai ce programme court qui s'appelait Ma pire angoisse sur Canal+. D'accord. Et où là, c'était un rôle, je me disais, putain, Canal+. Et c'était un programme que j'aimais bien, un programme court et tout. Et là, ouais, C'était quoi, une quotidienne, une hebdomadaire? Non, c'était un... Tu sais, comme genre les brefs. Tu sais, des capsules un peu. Ouais, des capsules. Ok. Et voilà, et je faisais aussi un peu, à ce moment-là, je faisais aussi un peu déjà de vidéos sur YouTube avec les studios de Bagel, Golden Moustache, tout ça. Ok. Donc j'étais un peu sur Internet. D'accord. C'est ce qui te fait connaître un petit peu dans le milieu de la télé. Ton nom, il commence à tourner. Un petit peu, ouais. Okay. Très légèrement, hein, quand même. Et puis je fais des stages, j'essaie de rencontrer des dircasts. J'invite des gens au théâtre parce que j'avais remonté Meilleurs vœux en France. Waouh. Donc, non, je me bouge beaucoup. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher le truc. Ouais, je vais chercher le truc. Okay. Mais attends, mais quand je suis revenue de New York, j'étais au RSA. C'est l'enfer. Je suis passée de je monte une pièce, je vis à Brooklyn, je suis la plus cool du monde, à je vis dans un catastrophe place de Clichy, je suis au RSA. L'incertitude, on va le kiffer, je te le dis. Ah, mais oui, putain, j'y suis là. C'est pas grave, t'inquiète, c'est normal. Parcours. C'est l'histoire. Et donc, voilà. Et donc, c'est ma pire angoisse. Ça a commencé à. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, aussi de confiance. Ok. Et ensuite, il y a. Je pense que pour le coup, le public français me connaît après dans Camping Paradis. Ouais, c'est ce que moi j'ai noté. Effectivement, Camping Paradis, une série qui est très populaire, diffusée vraiment avec des millions en audience, qui te fait découvrir du grand public. Moi, j'ai une question à te poser avec Camping Paradis et on va débattre parce que je sais pas si c'est un cliché ou pas. Alors évidemment, en tant que comédienne, surtout, et on y reviendra, les ascenseurs émotionnels, le besoin de travailler, le besoin de faire de la thune, il faut appeler un chat un chat. Souvent, j'entends dire qu'à partir du moment où tu commences à rentrer dans des programmes comme ça, t'es un petit peu catalogué et c'est difficile d'en sortir. Toi, tu fais ce choix parce qu'évidemment, t'as besoin de travailler aussi, j'imagine. Moi, j'ai énormément aussi de respect pour ce programme, soyons clairs. Ça te permet de te lancer. Tu peux nous parler un petit peu de cette dualité entre, j'ai envie de taffer dans ce programme, mais en même temps, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Est-ce que ça t'est arrivé quand on t'a proposé ça? Ouais. À ce moment-là, je pense que pour le coup, quand j'ai accepté, je crois que j'ai pas trop réalisé. J'étais conseillée aussi, je travaillais avec un agent qui m'a poussé à le faire, et puis c'était effectivement tout d'un coup vraiment bien payé, donc je me suis dit oh là là, faut le faire. Et puis j'avais envie, tu vois, de tourner. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a cette envie de tourner. C'est vachement dur. En fait, t'en sais rien, tu sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, t'entends des trucs. Malgré le fait que tu as un agent est-ce que à ce moment-là, l'agent te conseille suffisamment, te drive suffisamment? Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Je sais que vous avez besoin d'être bien encadré dans votre métier. Tu vois, après, tout dépend. Il y a des agents ça dépend de l'agent. Tu vois, qui sont pour, d'autres qui sont contre. Il y a des agents qui aiment la télé, d'autres pas. Il y a des agents qui aiment... Ouais, bien sûr. Tu vois, donc en fait, moi, en l'occurrence, mon agent de l'époque me disait, il faut le faire. Et je sais
Enfin, je pense qu'elle avait raison. Enfin, de toute façon, je pense que tout est là pour une raison. Oui, bien Je sûr. l'aurais pas fait, je serais peut-être pas là et je ferais Ouais. peut-être d'autres choses. Et là, je le fais et je suis. Bah, je l'ai- preuve en est, hein. C'est pas parce qu'entre guillemets, et encore pas de manque de respect par rapport au programme, t'as fait Camping Paradis que ça t'a bloqué après pour la suite. Donc là où t'as Non, raison, non. c'est que c'était aussi, ça faisait partie intégrante de ton parcours. Quoi. Bien sûr. Et puis, je pense quand même que. Je pense que dans nos métiers, et même dans la majorité des métiers qui sont. Pas les métiers artistiques, mais les métiers où en fait on est. C'est quoi? C'est même pas des métiers pas indépendants, mais où. Si on est un peu seul, on est un peu. On n'est pas en CDI, quoi. Donc en fait, on doit Oui, se oui. battre comme le tien, comme Mhm. le métier. Enfin bref, il y a plein de métiers comme ça. Plus on fait, plus on fait. Donc le travail appelle le travail. Ouais, C'est ça que tu moi veux je dire. crois que quand Je suis même assez ça d'accord met avec dans ça aussi. un. Parce que quoi qu'il arrive, il se passe des choses. Même quand on. Tu vois, même des pièces que j'ai faites, des pièces de théâtre que j'ai pas trouvées bien, dans des mini-théâtres. Mais tu rencontres des gens, et puis. Moi, je pense qu'il faut pas trop questionner. Est-ce que c'est bien? Ouais, Est-ce que ouais. c'est pas bien? Je suis d'accord avec toi. Tu Ou crées ça une va énergie. Tu ouais. crées une énergie. J'ai rencontré, en l'occurrence, enfin, tu vois, il y a plein de projets sur Camping Paradis. J'ai rencontré des gens. Déjà, c'est un programme qui fonctionne très très bien et et c'est pas pour rien, tu vois. Exactement. J'ai rencontré des super gars là-bas. Quand je dis gars, c'est mec et meuf, c'est un peu con, c'est une déformation professionnelle, mais bref, des suis super pareil dans le coaching, ouais, je te c'est dis. ça. Des super personnes avec qui je continue à travailler aujourd'hui, tu vois, des réals qui. Donc, Ouais, c'est génial. Et puis c'est une école aussi, il faut Ouais, pas ouais. l'oublier. C'est c'est une une belle école. formation pour un comédien, une comédienne, de pouvoir faire partie de ces programmes-là. Tu y restes combien de temps? Tu fais combien de... très peu, Ok. pour Ok. le coup. Je fais 5 épisodes. D'accord. Ok. Donc, une saison étant. Non, même un. Ouais, c'est ça. Je fais une saison et demie, quoi. D'accord. Je pense que c'était. Pour le coup, ça a été difficile de prendre la décision de partir. D'accord. Ah, ça a été difficile Ah de bah prendre la ouais, décision de parce partir. que- Parce que t'avais rien qui t'attendait à côté? Non. Ok. T'es pas parti pour un autre projet. Non. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle dans ton métier. C'est que autant quand tu es démarché pour un autre projet d'une plus grande envergure, bah, c'est forcément toujours plus simple de partir. Parce que déjà, tu as l'assurance de l'emploi, du taf. Et puis surtout, tu pars pour quelque chose très souvent qui t'intéresse plus. Donc potentiellement de mieux pour toi au niveau personnel, créatif et artistique. Là, en l'occurrence, t'arrêtes Camping Paradis parce que tu as la sensation d'avoir fait le tour. Mais il n'y a rien qui t'attend derrière. Ouais. Parce Ok. que là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, en fait, c'est même pas une question d'étiquette, c'est une question de temps. Je me suis dit, si je continue, c'est hyper confortable. C'est dans le sud de la France, c'est 5 mois par an, t'es bien payé. C'est des beaux contrats. Ouais. C'est- Et en fait, je me suis dit, est-ce que je vais me bouger pour avoir d'autres choses? Est-ce que ça va me laisser la place d'avoir autre chose? Et est-ce que justement, je suis pas un peu... Là, j'ai envie potentiellement de me diversifier, tu vois. Je suis Bien pas sûr. à un moment où j'ai envie de rester dans un seul et unique projet. Très bien. On fait un petit bond en avant. Ouais. Parce que là, on a parlé du théâtre, de la télé, et puis non, je parle forcément du cinéma. Évidemment, il y a plein de choses peut-être qui se passent entre, mais je te parle forcément de... Moi, ce que j'ai retenu, c'est Joyeuse Retraite. Le premier et surtout le deuxième volet, parce que le deuxième volet, par rapport à la relation qu'on tisse, il m'intéresse un peu plus. Un projet ciné, une comédie avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte, donc déjà deux grosses figures de la comédie française. Un rôle au cinéma aussi, une grosse évolution dans ta carrière. Moi, je vais reparler un peu plus du 2, parce que c'est une période où on vient pratiquement de se rencontrer, à peu de choses près. 2021, je dirais ça à peu près. 2020, 2019, 2020 2020, je dirais, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est ça, parce que forcément, ce tournage, il a lieu entre les 15 confinements qu'on a eu là, les allers-retours. C'est une période compliquée pour les artistes aussi, pour les tournages. Ouais. Tu pars 2 mois au Portugal. Ouais. Et pourquoi je veux t'en parler? Parce qu'au-delà, évidemment, du projet cinéma sur lequel on va revenir, je me rappelle que dans ton appart, tu peux pas sortir entre les heures de taf. Et puis là, tu te raccroches au sport, toujours éternellement au sport. Tu me sollicites, tu me dis comment je peux faire pour m'entraîner dans mon petit appart à Lisbonne. Enfin, c'est pas forcément une période facile. Mais revenons déjà sur la partie artistique. Comment tu décroches ce rôle? Comment ça se passe? Voilà, qu'est-ce que ça te fait de te dire je vais au ciné, quoi? En fait, une audition, j'imagine. Ouais, une audition. Le bond en avant que t'as fait, il faut le faire parce que il y a trop de trucs. Ce qui est difficile, c'est que il y a plein de choses entre qui en fait, t'amènent à ça. comme c'est des bons, c'est intéressant.
parce qu'en plus, là, c'est comme des pierres blanches sur mon parcours, mais quand tu l'as, en fait, c'est pas genre, waouh, je l'ai. Tu vois, c'est pas genre, ça arrive pas de rien. Il y a tout le process avant. Exactement. C'est ça que tu veux dire. Non, Ouais. et puis même, il y a eu des petits, tu vois, quand j'ai quitté le camping, j'ai repris du théâtre, j'ai fait des pièces, tu vois, j'ai fait une pièce de Michalik qui m'a ouvert d'autres portes. Même ça, c'est important que tu le dises. Ouais. Moi, je fais des choix, mais Non, évidemment, mais n'hésite pas. Y a non, pas de non, bien problème. sûr, mais c'est parce que je saurais même pas, moi, les choix à faire. Parce que, tu vois, par exemple, là, j'ai commencé j'ai fait quasiment plus de télé, mais je faisais beaucoup de théâtre et je faisais des tout petits rôles au cinéma. Donc ça te permet de goûter aussi Ouais. au 7e art. Il y a Et eu- voilà, il y a eu pas mal de choses avant ça. Exactement. Et puis de la télé de temps en temps. Et puis, Joyeuse Retraite 1 où j'avais un petit rôle. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je focalise sur le 2, parce que Ouais. le 2 est beaucoup plus important. Ton rôle est beaucoup plus important. Exactement. Et ensuite, effectivement, le 2 où, mais j'ai l'impression que j'avais fait un film avant. Enfin, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais en tout cas, le 2, effectivement, T'as un rôle plus important. ouais, je suis hyper contente. En plus, c'est hyper agréable quand t'as un petit rôle dans le 1 qui marche et tu te dis, bon, gros Oui. rôle dans le 2. Parce que ça, c'est aussi une reconnaissance Ouais. de tes pairs, de la réalisation, de la production, de dire, voilà, ça a super bien fonctionné sur le 1, elle est capable de plus, on va lui donner un rôle un peu plus intéressant à défendre. Ça va Ouais. être cool aussi pour C'est pour trop une comédienne cool. de C'est trop recevoir cool. ça. C'est trop cool. Et donc, pour revenir sur la période, Bah ouais. compliqué, hein, C'est tu te compliqué, rappelles, hyper on compliqué. échange beaucoup, t'es solo dans ton appart, Puis je chope le Covid. en plus. Je chope le Covid, donc laisse tomber. J'ai été confinée, le tournage doit s'arrêter, ou alors continuer avec une doublure. Mon Puis Dieu. ils déconnent pas les Portugais à ce moment-là sur le Covid, donc je dois rester 12 jours dans mon appartement toute seule. T'as pas une anecdote aussi où tu me dis un jour tu veux sortir tes poubelles Si, je me et, fais et il y a de la délation. on te fait dénoncer. Ouais, je me fais appeler par le dire-prod du film en mode T'es qu'est-ce que sorti de l'appart. t'es sorti de ton appart? Et je dis oui. J'ai sorti ma poubelle. Et il me dit, tu peux pas sortir de l'appart. Je dis, mais ma poubelle, tu laisses ta poubelle devant ta porte. Mais je dis, mais je peux pas vivre dans mes ordures. J'avais un FFP2, Et en fait, les gens avaient hyper peur. Ouais. Donc, Ouais. et non, c'était horrible. Bah là, je me suis en mode, je me faisais des c'était un tout petit appart. En plus, je me faisais des plannings. Ouais. Planning avec. Je crois que tu m'avais dit de faire un planning. Je t'avais dit de l'imprimer, de Ouais. le mettre sur ton frigo. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, avec Ouais. le sport, j'avais le droit à et là, heureusement que j'avais l'écriture. Ah, Parce qu'à ce Ah, moment-là, j'écrivais déjà. oui, parce qu'on t'enlève le côté créatif de pouvoir tourner et de pouvoir interpréter un rôle. Ouais. Et pour toi, j'ai conscience que dès qu'on t'enlève ce côté-là, il y a quelque chose qui te manque. Donc Ouais. tu te rattrapes sur l'écriture. Ouais. Ok. Et puis, mais en fait, au-delà je continuais l'écriture. Ça faisait déjà 2 ans que j'écrivais pour des programmes courts à la télé. Ok. Et je commençais à développer je commençais à ce moment-là à développer des projets un peu plus loin avec mon co-auteur qui s'appelle Inan Cicek. Et on travaillait sur un programme avec Inan. Et donc, je pouvais écrire au téléphone. Génial. Ah, génial. Donc ça m'a changé la vie. Génial. Ouais. Donc ouais, t'as aussi cette J'ai ça et corde à j'ai ton ton arc. sport. Ouais. T'as l'écriture et le sport. J'ai l'écriture et le sport dans mon petit Le tabac. masque FFP2 et tes poubelles. Et puis, ouais. Magnifique, la vie. Quoi. Non, franchement, génial. Mais Je refais un bond encore en avant je trouve, en tout cas selon moi, tu me dis si je me trompe, parce qu'évidemment, j'étais obligé de zapper certaines choses de ton parcours. Je te parle de Balthazar en 2021. Ça aussi, c'est une anecdote parce que à ce moment-là, on est dans le sud. ouais. Et je me rappelle, et c'est pour ça. Il faut que je parle des choses qui me touchent. On est dans la cuisine, on fait la bouffe, on s'apprête à faire un bon dîner entre potes. Et là, c'est pareil. La petite Constance, en toute humilité, qui me dit, bon, sinon, j'ai eu un rôle sympa, là, je viens de décrocher un rôle dans une série, c'est cool. Je dis, bah, c'est génial. Sinon, bah ouais, c'est Balthazar sur TF1 avec Thomas Sisley. Je dis, what? Non, mais c'est génial. Ouais. C'est un très beau projet avec Thomas Sisley, un comédien aussi international qui a une carrière de fou. Ça t'ouvre les portes. Alors, est-ce que ça t'ouvre les portes de TF1 ou tu avais déjà fait des choses pour TF1 avant? Ça, pour le coup, je te pose la question parce que je ne sais pas. Moi, j'avais fait camping. Tu avais fait camping, bien sûr. Bah, évidemment. Et Ouais, tu avais fait camping, évidemment. Et j'avais fait 2 ou 3 trucs, mais j'avais jamais fait de récurrence pour TF1. Ok. Tu joues pendant 2 saisons, c'est ça? Ouais. Le rôle du capitaine Camille Coste. Coste. Ouais. Coste. Ah là là, Presque. t'as bien fait tes J'ai essayé, ouais, j'ai quand même fait une faute de frappe, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que c'est quand même une grosse série. Moi, je me rappelle à l'époque de la promo, vous êtes sur tous les bus de Paris. Enfin, voilà, c'est quand même une grosse exposition.
est-ce que c'est la première déjà à ce point-là de Ouais. ta carrière? Ouais. Et tu peux nous reparler un peu pareil, voilà, du processus. Je sais pas, par exemple, ton premier jour de tournage, comment tu t'es senti, toi qui n'a pas de stress, qui ne gère pas le stress? Est-ce que là, J'étais stressée. Alors, Si, tu vois, là, voilà, j'étais stressée. arriver sur un projet de cette envergure-là, t'as du Ouais. stress? Ouais, T'as j'ai besoin du de faire tes stress. preuves? Ah ouais, puis en plus, là, il s'agit quand même d'une sorte de remplacement. Parce que c'est pas le même personnage, mais je prends quand même la place d'une comédienne Ouais. qui s'appelle Hélène de Fougerolles et qui faisait Balthazar depuis déjà 5 ans. Ça se passait hyper bien, le public l'adore. Bah si, c'est quand même une pression. Donc je me disais, putain, et toute l'équipe se connaît, travaille ensemble depuis 4 ans, je crois. Et tu fais, bon, faut y aller. Et puis Thomas Sisley, il a aussi sa personnalité. Tu te dis, bon, il faut plaire à... Enfin, va falloir rentrer dans un truc et que ça se passe bien avec tout le monde. Il faut que tu t'imposes, il faut que Ouais. tu fasses tes preuves, et il faut que Ouais. toi, tu puisses aussi t'éclater. Parce Ouais. que j'imagine que jouer sous pression, c'est pas ce qu'il y a de plus Ouais. agréable. Comment ça se passe, du coup, les Bah, débuts? écoute, ça se passe hyper bien. Ok. J'ai de la chance d'avoir dans ma vie personnelle aussi des gens qui m'accompagnent et qui me détendent sur ça à ce moment-là. Et Des soupapes de décompression. ouais, exactement. Mais non, ça se passe hyper bien. Je pense que mes rapports, d'avoir grandi avec des frères m'aident aussi vachement dans mon rapport avec Thomas, qui est très frangin. Qui aime bien, qui est sportif, qui est joueur, qui aime bien tester aussi. Compétiteur. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est grâce à mes frères aussi que ça se passe bien avec lui parce que je suis un peu dans ce même. Donc finalement, ça fit, quoi. Ça fit vachement bien. Ça se ressent à l'écran, d'ailleurs. Ouais, ça fit bien. Et puis, l'équipe super. Et puis, effectivement, comme tu dis, grosse exposition. Et là, à ce moment-là, bon, là, c'est beaucoup plus récent, donc je m'en souviens. Mais oui, je me souviens de me dire, OK, il se passe quelque chose. Parce que même, t'accèdes à un je pense qu'il y a un avant et Ouais. un après Balthazar. et un malgré tout. truc. Bah ouais. Et dans ta carrière, en fait, pour le coup, on commence à te proposer des projets. Ouais. Et là, tu fais, oh, putain. Ouais, t'as plus besoin de forcément toujours avoir à courir après les projets. Ah ouais, quand t'as ton agent qui t'appelle et qui te dit on te propose un rôle, là tu fais 3 secondes, 2 minutes, 3 secondes, 1, pardon, parce que j'ai pas bien entendu, répète la phrase. Ouais, c'est pas genre j'ai besoin de passer un Genre je vais pas casting. passer de casting. Genre la personne me propose le rôle. T'es pas Et la tu fais- première comédienne que j'ai en face de moi et qui me dit que c'est le Graal, quoi. Ça, C'est ouf. Ouais. Et faut jamais oublier que c'est ouf. bien sûr. Oui, il Parce faut que je rien pense prendre pour qu'après acquis. on a tendance à l'oublier. Hmm. Et genre quand on nous dit... Moi en l'occurrence, j'espère que je serai toujours comme ça, j'adore passer des castings. Waouh. Ouais, j'adore. Ah, pour le coup, t'es la première qui me dit ça. J'adore, c'est hyper... Bah, peut-être mon côté un peu compète. Ah, Non, mais mais c'est sûr. J'adore, je pense. trouve que c'est hyper agréable. Je sais pas, il y a une potentialité que j'aime. J'aime travailler. Ça te fait quand même travailler un nouveau personnage. Ça, je te jure que c'est un délire. T'es la première à me dire j'adore le process de casting. Ah, j'adore. C'est ouf. Ok. Ouais. Donc, mais malgré tout, pour Mais revenir sur ce que malgré tu tout- disais, quand on te donne un scénar et qu'on dit lis-le, si tu Mais kiffes c'est ça à ouf. toi, Tu fais, ça- mais- c'est hallucinant. T'es quand même dans un métier où normalement ça peut pas exister. Ça, dès le début, on te dit ça va être dur. Donc là, quand tout d'un coup on te dit ça, tu fais putain, mais c'est ouf. Et donc ça arrive après Balthazar, parce que là, forcément, la série cartonne, vous faites Ouais. des audiences de dingue, et là, tu sens qu'il y a Ouais. ce changement. Ouais, Ok, ouais. magnifique. Mhm. Je refais un bond en avant, qui est beaucoup plus dans le présent, même si entre tout ça, évidemment, tu fais plein de choses. Mm. Et je le fais parce que je suis directement, indirectement concerné par le projet TF1 énorme de Cat Size. TF1 rachète les droits de pour moi, ce dessin animé iconique dans lequel j'ai grandi, du Club Dorothée, où je revois ces trois sœurs un peu cambrioleuses, brigands. Et là, on te propose quelque chose qui est finalement, par rapport à tout ce dont tu viens de nous parler, tu vois, le théâtre, l'amour des mots, le jeu, les personnages, on te propose quelque chose qui est diamétralement opposé à ton univers artistique. Je me permets de le dire parce que Bah ouais. c'est des choses qu'on a déjà échangées. Un rôle d'action, vraiment action girl, où là, ça part en cascade, ça part en prépa physique, ça part en tout ça. Donc, évidemment, et je te le dis très ouvertement, je t'en remercie encore aujourd'hui parce que tu m'accordes ta confiance et tu fais tout pour qu'on puisse travailler ensemble sur ce rôle qui est justement physique. Non, mais je te le dis parce que, voilà, moi, sincèrement, je suis toujours très, très touché. Tu aurais pu, même si on avait déjà un peu travaillé ensemble avant, orienter les choses différemment et tu te bats pour qu'on bosse ensemble sur ce projet-là pour que
de un, tu as la sensation physique de pouvoir tenir sur un projet qui dure, un tournage qui dure 5 mois, et de deux, pouvoir assumer ce rôle à l'écran qui est très esthétique et qui a besoin vraiment de manière très factuelle, travailler ta silhouette, etc. Donc, je rentre un petit peu aussi grâce à toi sur ce projet-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que moi, j'aime bien la sincérité, j'aime bien qu'on soit clair. Quand tu reçois ce projet, malgré l'ampleur, qui est quand même phénoménale, des gros moyens, une production, un truc de ouf, qui va générer évidemment des grosses promos et une exposition encore, j'ai presque envie de dire, encore plus importante que celle de Balthazar, t'hésites. Tu me dis, je ne sais pas si c'est pour moi ce truc-là. Tu peux nous parler de ça? Ouais, ouais, je peux. Ouais, j'hésite vachement. J'hésite vachement parce que c'est marrant parce que là, tu as dit, on te propose un truc qui est diamétralement opposé avec ce que tu as fait, un rôle physique, d'action. Alors qu'en fait, je pense que même là, on a parlé de plein de trucs, on pourrait se dire que c'est pas diamétralement opposé. Ok. Non, mais en vrai, quand tu vois, si tu l'as, toute la discussion qu'on vient d'avoir, je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un... Je te parle par rapport, évidemment, pas par rapport à ta personnalité, parce que moi, je trouve que ça fit évidemment ta personnalité, mais ce que tu aimes peut-être. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'en fait, ce que je suis dans la vie n'est pas forcément ce que j'aime défendre à l'écran. Mais c'est génial, ça, moi, je trouve. C'est vraiment cette séparation entre ton art, ton métier et ta vie. Et donc là, tu es confronté à ça quand on te propose ce projet-là. Ouais, je suis confrontée à ça. Je suis confrontée aussi, j'ai fait Balthazar et ensuite j'ai fait une série que j'ai beaucoup aimée. Et je suis hyper fière de celle qui s'appelle Piste Noire. Piste Noire, où tu joues aussi un rôle de flic pour France 2. Ouais, où très action et où je découvre vraiment ça parce que Balthazar, c'est action, mais c'est quand même plus Tomer qui incarne l'action. Ouais. Là, Piste Noire, je suis rôle principal et c'est à la montagne, c'est dans le froid, et tu es confronté à des conditions de travail qui sont difficiles et tout. Et je suis en plus figure-toi que je l'ai noté. Hein, oui, je sais, tu me l'as dit. On en avait parlé. Bien sûr. Travailler avec ce réal que j'adore, qui s'appelle Fred Grivois, qui pour le coup filme hyper bien l'action et tout. Donc tu es confronté déjà à cet univers. Ouais, et je sors de ces deux trucs, et c'est vrai que là, c'est pas forcément ce que je préfère tourner. Mais c'est bien d'être C'est honnête. pas ce que je préfère tourner. J'adore le regarder, je suis hyper fière quand je le regarde, de me dire ah putain j'ai fait ça, c'est trop bien. Mais c'est pas ce qui me fait le plus vibrer parce que moi j'aime parler, j'aime ressentir vachement quand je joue. Et dans l'action, je ressens moins moi. Toi. Mais est-ce que c'est aussi que dans l'action, on a moins le temps aussi de ressentir les choses sur certaines scènes, par exemple? Tu vois, je trouve, parce que l'action, quand il est bien fait, il est très découpé. Donc on filme petit bout par petit bout. Et puis voilà, on ne joue pas tout le truc. On a moins de... Voilà, c'est moins un truc de... Ça va être des choses de performance physique, de lumière, de trucs de réglage. Oui, beaucoup plus de détails techniques. Ouais, on est moins dans le ressenti, moins dans l'émotionnel. Exactement. Qui sont pour certaines personnes passionnantes. Pour moi, moins, c'est moins ce que j'aime. Ça te fait moins vibrer. Ouais. Donc là, on propose ce rôle qui est justement dont la base, c'est l'action. Ouais. Après, il y a d'autres choses. Ouais. C'est les raisons pour lesquelles j'ai accepté. Hein. Il y a tout un... C'est des sœurs, donc on me propose le rôle de la grande sœur, celle qui a éduqué ses petites sœurs, qui est aussi dans un couple qui va remettre vachement en question son couple et tout. Donc il y a une profondeur dans le personnage. Ouais, il y a vachement quelque chose à défendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté. Sinon, je pense que je l'aurais pas fait. Mais et puis je pense que ça me fait peur. En vrai, je pense que ça me fait peur et ça me le fait encore peur aujourd'hui. Là, franchement, ça me frappe. Je pense que l'exposition me fait peur. Elle m'excite comme autant qu'elle me fait peur. Tu vois, quand on parle, même les producteurs de ce qu'il y a Amazon qui produit, donc de la dimension internationale que la série peut prendre. Ça te donne une pression? Ah, mais ça me terrifie. Mais ça intéressant. Me terrifie. C'est intéressant. Mais ça vient d'où, ça, tu penses? Parce que malgré tout, peut-être que toi, c'est pas ton cas, parce que tu vois, tu viens de me dire, pour la première fois, j'entends ça, j'adore le processus de casting, etc. Alors que les comédiens que j'ai eu dans cette chaise détestent ça. Vous faites un métier
vous allez chercher une forme de reconnaissance. Bah ouais. La reconnaissance du public, il faut que quand vous créez quelque chose, vous avez envie de le faire parce que vous avez envie que ça touche le public. Vous cherchez la reconnaissance aussi du métier, c'est-à-dire, je trouve qu'avoir la reconnaissance de se faire offrir un rôle sans passer de casting, c'est aussi de dire, ces personnes-là aiment mon travail, veulent bosser avec moi, c'est gratifiant. Tu fais une différence entre cette forme de reconnaissance et la pression que peut t'apporter un projet de cette envergure-là. Ce qui te fait peur, c'est te retrouver demain encore plus exposé face au public. C'est ça qui te fait flipper? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais, parce que... Ça te fait flipper sur toi et tes capacités à assumer? Ou juste sur les retombées médiatiques, par exemple, aussi simple que ça? Non, les retombées médiatiques, Tu t'en fous? un petit peu. Enfin, non, je m'en fous pas. Ça serait... Mais tu vois, même si on dit elle est pas bonne, ça me ferait hyper chier, mais si la série elle plaît pas à tout le monde, ou si elle est critiquée, ou si... Je lis pas trop, moi, ça. Oui, et puis j'imagine qu'il faut avoir ce recul de se dire, après, ça vous appartient plus finalement. Quand le projet sort, ça vous appartient plus. Hein, ouais, non. Tu vois, ça, j'arrive à pas trop me mettre de pression là-dessus, mais il y a quelque chose qui me fait vachement peur dans la notoriété. Ouais. En fait, il y a une forme de truc qui t'échappe, quoi, que tu peux plus contrôler, que tu... Les gens, c'est comme si... Ton image t'appartient plus? Tu penses? Des fois, elle t'échappe quand tu dis ça? Ouais, enfin, il y a un truc où on se fait une image de toi et puis parfois, tu peux un peu te paumer là-dedans. Tu peux te dire, où je suis où, moi, exactement? Tu vois, je trouve que... Je pense que la phrase, putain, je vais la dire, alors que vraiment, j'aime pas dire des phrases toutes faites et tout, mais le vivons caché, vivons heureux, je la pense vraie. Et moi, dans la notoriété, il y a quand même... c'est très paradoxal parce qu'évidemment que je la recherche. Enfin, c'est pour ça, je trouve que la ligne est fine. Elle me fout les jetons. Elle te fout... Enfin, en fait, t'es en droit de la rechercher, mais je la recherche, en fait, en vrai, je la recherche dans ce qu'elle a de bon et de merveilleux, qui est d'apporter du travail. Mais idéalement, je préférerais ne pas être reconnue dans la rue. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'entends. Je préférerais que les gens y soient touchés par un film que j'ai pu faire ou un rôle que j'ai pu interpréter, mais qu'ils ne sachent pas que c'est moi qui l'ai fait. Malheureusement, je me permets, c'est un impossible. Peu utopique. Non, mais tu vois, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est de faire des projets de ouf qui cartonnent et qui touchent un public et de dire... non, mais je mettrais mes lunettes orange. Tu vois, Leonardo DiCaprio qui va te dire, bon, moi j'ai le droit d'aller acheter une baguette, personne m'emmerde. C'est juste impossible. Non, et puis attention, je ne suis pas Leonardo DiCaprio et je ne sais même pas si ça va avoir... En tout cas... Alors ça te fait flipper pour le coup? Ça me fait potentiellement flipper. C'est pas du tout. Les gens ne me reconnaissent pas du tout dans la rue. J'en suis pas du tout là. Donc ça se trouve. C'est parce que tu as aussi ce caractère très très discret. Tu vois, je veux dire, voilà, tu sors avec tes gens, tu t'exposes pas beaucoup sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Tu partages pas ta vie perso, donc tu te protèges déjà de ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Maintenant, sur un projet de cette envergure-là, avec les retombées et médiatiques et toute l'exposition que vous allez pouvoir avoir. À travers les promos, etc., tu as quand même conscience que ça va faire un buzz de ouf. Est-ce que ça te fait peur? Ça te fait peur. Ok. Et est-ce que ça te fait peur au point de te dire que parfois tu regrettes d'avoir fait ce choix? Très sincèrement. Parfois, ouais. Ok. Parfois, j'ai peur, ouais. Parfois, je me dis, comment je vais le vivre? Je me questionne, quoi, et je me dis qu'il faut que je fasse attention. D'accord. Mais ouais, j'ai peur, ouais. En vrai, j'ai peur. Après... Peut-être qu'il y aura pas de... Enfin, tu vois, peut-être que ça va bien marcher, mais que voilà... Mais ouais, ça me fait peur, ouais. D'accord. Et en même temps, ça serait super que plein de gens le voient, ça serait super que plein de gens aiment. Et... C'est ça, t'as cette excitation de dire bien sûr. Vivement que ça sorte pour savoir ce que ça donne aussi, oui, j'imagine. évidemment. Bien sûr, c'est parce que c'est la finalité de ton travail. C'est hyper bizarre. Je trouve pas tant que ça. Vous faites un métier qui est difficile quand même à gérer, tu vois. Ouais. Il faut garder les pieds sur terre, mais en même temps, il faut être suffisamment créatif pour pouvoir te donner à un public, et en même temps, il faut pouvoir protéger ta vie perso, et en même temps, il faut se protéger des ascenseurs émotionnels, gérer la pression. On s'en rend pas compte. Moi, c'est important qu'on en parle, mais les gens se basent toujours sur les résultats, sur se dire les comédiennes et les comédiens, ils tournent, ils gagnent bien leur vie, ils sont exposés, ils sont invités partout, etc. Mais vous êtes des êtres humains et vous avez aussi vos moments de haut, vos moments de bas et toutes les périodes par lesquelles vous passez qui sont difficiles à gérer. Donc, je peux concevoir que, malgré le fait que, et soyons clairs, il y a peut-être énormément de comédiennes qui, peut-être là, nous écoutent, qui envieraient ça. T'es quand même en droit de te dire, ça me fait flipper, ça me fait peur, etc. Si ça me fait de ta personnalité, tu vois. Je pense qu'il faut pas s'en excuser. Tu vois non, bien sûr. Non. Je m'en excuse pas de
Non, je m'en excuse pas. De flipper, non. Non. Ok. Et ça, tu penses que tu travailles dessus? C'est quelque chose sur lequel tu travailles? Parce que je sais que spiritualité, psychologie, tu travailles aussi beaucoup sur toi, et ça, c'est très important aussi. On a tous besoin de travailler un peu sur nous, nos névroses, les choses du passé, etc. Est-ce que cette forme de pression et de peur, un petit peu de cette exposition et de cette pression de gros projets comme ça, c'est quelque chose que tu travailles pour essayer de mieux le gérer? Ou pour l'instant, tu as plus la sensation de le subir? Comment répondre honnêtement? On en parle là. Donc là, je le verbalise et je dis que j'ai peur potentiellement des retombées et tout. Après, c'est pas, pour l'instant, c'est quelque chose auquel j'essaye de pas trop penser. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose, je me dis, bon, j'essaye de me dire, on verra. Step by step. Ouais. Step by step. Et ça se trouve, là, pour l'instant, je me fais un monde de ce qui va se passer, de la promo et tout. Au jour le jour, ça va bien se passer. Mais en fait, c'est ça. C'est que Tu vois, finalement, tu travailles là-dessus de manière très objective, en te disant, je prends les choses comme elles viennent et j'anticipe pas. Oui. Je me dis pas. Et puis, on a de la. Enfin, faut pas. Encore une fois, je suis pas Leonardo DiCaprio. Donc, a priori, il va pas y avoir des hordes de gens. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais n'anticipons pas les hordes de gens. Au pire ou au mieux même, il y a quelqu'un qui me dit, bon, c'était nul, j'ai pas aimé, ou je vous reconnais, c'était bien, j'ai aimé. Et généralement, en plus, les gens, ils sont gentils. Bien sûr. Donc, faut pas déconner, tout va bien. C'est très perso, c'est dans le rapport vraiment à moi de ce métier. Encore une fois, c'est ce que tu dis. J'adore les castings. Je crois que j'ai une préférence pour tout l'avant que pour tout l'après. Ça, c'est génial. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est pour le processus plutôt que le résultat. Exactement. C'est le processus que je kiffe. Il y a ce projet qui arrive, donc déjà t'imagines avant, tu vois, tu te projettes, tu t'idéalises, tu le travailles, ensuite tu rentres vraiment dans le process créatif et tu travailles le rôle et tu rencontres tes partenaires et encore une fois, le tournage n'a même pas encore commencé, mais tout ça, puis les costumes et puis tout ça qui se crée avant m'excite de ouf. C'est le plus excitant pour toi. Ouais, c'est presque encore vraiment moi ça fait ça quoi, presque. Tu vois, si tu veux. Le tournage, il est cool, mais c'est un truc que j'aime, mais je préfère même l'avant. Je préfère tout le travail préparatoire au tournage que le tournage. Très bien. Et ensuite, donc, ça fait que et ensuite, la sortie, et tout l'après, c'est bizarre. Ce rapport, il est bizarre, ça m'appartient plus. Mais en même temps, il faut que tu le défendes. Je suis plus dans la création à ce moment-là. Voilà. Il y a mon image qui en plus rentre, donc il y a plein d'autres trucs qui rentrent qui sont pas très objectifs, où je me dis je m'aime pas trop, c'est nul. Donc tout ça, j'ai presque envie de plus être là-dedans, tu vois. Et d'ailleurs, j'y suis plus là-dedans. Oui, tu bien vois. Sûr, bien sûr. Je fais un peu de promo et tout, mais en vrai, normalement, j'y suis plus. Ouais, j'entends. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester, et ça me déstabilise vachement sur un plateau ou dans un tournage, et ça me rend malheureuse quand on est déjà dans l'après. Wow. Je me dis non, attends, en fait, on est en train d'accélérer des moments que moi je préfère. Donc laissez-moi tranquille. Tu vois. C'est génial. Tu me fais une transition qui est super pour le prochain paragraphe de incertitude. Ouais. Et c'est un paragraphe, je le dis très souvent, pas grave si je me répète au fur et à mesure des podcasts, mais que j'adore parce que justement, moi, le process d'incertitude, des moments de galère, moi, c'est ce qui m'intéresse plus que le succès. Ouais. Parce que je trouve que c'est ce qui nous forge, c'est ce qui fait ressortir nos vraies valeurs et nos vrais traits de personnalité et ce qui est le plus profond en nous. Donc, on va y revenir. Mais pour commencer ce petit chapitre, j'ai pour habitude de commencer avec un petit questionnaire qui rend les choses un petit peu légères. Allez, ça. Alors, le questionnaire, je l'ai appelé « supportable » ou « insupportable ». Ok. Ça peut être totalement en rapport avec ton métier ou alors complètement rien à voir. C'est-à-dire qu'on sort des sentiers battus, on est des oufs. On part dans tous les sens. Tu vas avoir 40 secondes, je vais te mettre un timer dans les oreilles. Je te donne une situation et tu me dis si tu la trouves supportable ou insupportable. Ok. C'est aussi simple que ça. Ok. T'es prête ? Ouais. Avant de commencer, je te demande peut-être d'inspirer. Et c'est parti. Les raccords coiffure entre chaque prise. Insupportable. De l'ananas sur une pizza. Insupportable. L'ingé son qui est trop souvent chez Père. Supportable. Les gens qui écoutent leur message en haut-parleur sans écouteurs. Supportable. Waouh. Des erreurs de raccord que tu constates quand tu mates un film. Supportable. L'importance qu'a pris Netflix. Insupportable. Quand il pleut et que tu es à vélo. Supportable.
Un texte que tu trouves mal écrit, mais que tu es obligé de jouer. Insupportable. Un chauffeur de taxi qui te raconte sa vie. Supportable. Répéter 100 fois la même chose quand tu fais la promo d'un film. Supportable. Une soirée ciné sans popcorn. Insupportable. Oh, pas mal. Et t'as presque fini, il m'en reste une. Vas-y. Les ouvertures faciles qui sont rarement faciles. Insupportable. Franchement, bravo. Et t'as répondu à pratiquement tout. C'est pas mal. Génial. J'aime bien les questions. C'est bien? Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu as envie de revenir? Parce qu'en fait, t'es pas du tout incertaine dans tes réponses et ça, c'est plutôt kiffant. Ah ouais. J'ai eu des gens sur certains questionnaires qui buggaient. Toi, pas du tout. Ah, pas du tout. Donc, on est quand même complètement d'accord, moi qui suis à moitié italien, que les gens qui mangent des pizzas À à l'ananas. l'ananas, Oh, ta gueule. pour moi, c'est pas Je possible. veux même pas en parler là. Je suis désolé pour les auditeurs qui kiffent ça, mais en fait, tant pis. Et C'est hyper arrêtez bizarre. le podcast, ne C'est nous écoutez plus. hyper- Et pourtant, j'adore l'ananas. Ouais. Et j'adore les pizzas. Mais c'est pas Mais il y a des possible. trucs, faut les laisser séparer. Moi, tu dis ça à mes tantes et mes cousines en Italie, mais elles veulent. pleurent. Mais elles pleurent. Je ne peux même pas passer le palier. C'est fini. Je t'ai posé cette question-là parce on a eu ce débat justement quand je suis passé dehors sur le tournage. Les raccords coiffure entre les prises, c'est horrible. Je sais que ça fait partie de votre taf mais vous faites tripoter toute la journée, quoi. Hein, le visage, enfin voilà. Et encore, de moins en moins. Parce que franchement, je trouve que ils sont, sans déconner, moi, les derniers maquilleurs et coiffeurs avec qui j'ai travaillé, c'est vraiment de mieux en mieux. D'accord. Ils utilisent des super produits, ils font hyper gaffe, ils savent que c'est chiant. D'accord. Et franchement, là, tu vois, sur Cat Size, je trouve qu'ils sont hyper forts. Ok. Il y a très très peu de raccords qui sont relous. D'accord. Donc Moi, tu les en gères quand plus, même. en Cat Size, j'ai demandé une coiffure qui ne bouge pas. Genre, on me plaque des tresses. Tu l'as fait volontairement pour Ah, mais éviter les raccords? Totalement. J'aime bien cette honnêteté là. Tu t'es dit, c'était pas genre, tiens, peut-être que cette coupe. Ah non, c'est mais juste, t'as pas tu as compris. réfléchi au point de dire. J'ai totalement réfléchi. Moi, réfléchi à nos coiffures Cat Size. Et un jour, j'ai envoyé un message à Félix, le coiffeur. Je lui ai dit, je crois que j'ai une idée sur la coiffure du perso de Cat Size, quand elle sera en Cat Size. Et je lui ai envoyé une photo. Je me suis dit, moi, en fait, c'est une coiffure que tu m'as déjà vue. Tu m'as déjà vue avec Tonino parce que je me la fais quand c'est des 2 tresses plaquées Ah, mais les tresses que tu fais au sport là, Ouais. des fois. Ok. pour Ok. ne pas être emmerdée par mes vaches. Génial. Ah ouais, au point. Que, Le pire, c'est que je me trouve pas particulièrement bien avec cette coiffure, mais juste, on me touche plus les cheveux. Et C'est d'ailleurs, pratique, Félix me dit, c'est trop bien. Je te vois pas de la journée, ça bouge pas. Et je dis, bah voilà. Ah, trop bien. Ouais. Toi, par contre, il y a un truc là, parce que moi, ça me stresse. Tu trouves supportable les Ouais. gens qui écoutent leurs messages? Ouais, je savais que tu allais me parler de ça. Mais évidemment, parce Ouais. que moi, ça, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on est sur une Ouais, tendance. ça me fait un peu rigoler. Je où- sais, où t'as tout même le fait des monde- stories Mais là-dessus. non, mais sans déconner. Ouais. Tout le monde va écouter ses WhatsApp plein pot dans le métro. Mais je m'en fous de moi de tes Ouais, histoires. Je sais, moi ça Comment m'amuse. Ok, toi, ça te. Bah, ça franchement, m'amuse. bravo. Alors déjà, en fait, ça me fait... j'ai un peu de peine parce que je me dis, ça veut dire qu'ils savent pas trop comment utiliser leur portable. Donc déjà, j'ai un tout petit peu de peine. Je suis là, Non, un moi, peu de peine. moi, franchement, j'ai pas cette compassion-là. Non. Je pense au Et pourtant, contraire. t'en as généralement plus que Ouais, moi je de sais, compassion. mais là, mais- moi, je trouve que c'est un manque de respect, sérieux. Ou alors, c'est vraiment une tendance. Mais si, ils Ça sont solos. m'amuse. Mais Mais c'est. ça m'amuse. Ok, Ouais, mais bah, ça ça m'amuse t'amuse. d'imaginer leur life. Ça t'amuse. Ça t'amuse. Ouais, tu te crées des histoires. Ah bah, je me crée des Je trouve histoires. ça créatif. Mais de nouveau. ouf. Ouais, voilà, on y revient, bordel. L'importance que a pris Netflix, tu trouves ça insupportable? Un peu. Ouais. C'est devenu vraiment la powerhouse, quoi, comme Mm. on dit, du game. Mm. Si bien que quand aujourd'hui on vous propose des projets Netflix, tout de suite, j'ai l'impression que ça a Ouais. une autre importance. Faut quand même pas oublier que c'était au départ une plateforme qui louait des films sur Internet. Ouais. Tu te rends compte? C'est quand ouf. Hein. même des vieux films, parce que c'était la fin des studios où tu pouvais aller louer des VHS, tu vois. Oh, c'était Non, c'était mais tu te quand même rends- génial. mais ça. bien sûr. Et donc, tu trouves que ça a pris une trop grande importance au point de peut-être faire de l'ombre au cinéma et aux projets qu'on a pu connaître Bah, avant? c'est juste que j'ai pas envie que quelque chose, globalement, je vais me dire à chaque fois que j'aime quand les choses sont équilibrées. Donc, dès que quelque chose prend trop d'importance, ça me saoule. Ok. Je suis pas contre Netflix, au contraire, je trouve ça Mhm. génial. Ouais. En plus, très personnellement et égoïstement, plus il y a de plateformes, plus il y a de travail Ouais, bah, évidemment. pour nous. Évidemment. Donc, et plus il y a, alors malheureusement, plus il y a de choix et parfois c'est au détriment de la qualité sur certains ouais, projets. parce qu'ils ont un devoir de volume aussi. Ils ont besoin Ouais, de sortir toutes régulièrement. plateformes confondues. Ouais, Je ouais. parle pas que de Netflix, tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je trouve ça génial.
ce que ça crée comme projet, les financements que ça apporte. Là, c'est génial, par exemple, Amazon sur Cat Size, qu'on puisse avoir TF1 et Cat Size, c'est génial. Bien sûr, mais ça, évidemment. ça met plus de budget, donc ça augmente l'ambition de la série. Ça, potentiellement, plus de gens peuvent le voir. Ça touche peut-être plus les jeunes qui vont aller sur Amazon et pas sur TF1. Donc, franchement, c'est trop, trop bien. Ok, donc c'est et ambivalent. Netflix commence à faire ça aussi avec des chaînes françaises, tu vois, donc coproduire des programmes. Moi, je trouve ça chambé. Ok. Après, comme tout, c'est relou que le premier réflexe, moi y compris, c'est d'allumer Netflix. De moins aller au ciné, de moins aller au théâtre. Tu vois, hier, j'ai été voir... Bon, attends, là je vais partir sur ma live. C'est pas grave, on s'en fout. Non, mais j'ai été voir Cyrano à la Comédie Française, c'était génial. Mais c'est 3 heures. Et tu te dis... Et moi, je peinais au bout d'un moment. Parce qu'on n'a plus l'habitude. Plus du tout l'habitude. Mais regarde comment on consomme même les réseaux sociaux. Mais au bout de 10 secondes, 15 secondes, maintenant je crois que la moyenne d'accroche chez les jeunes, c'est 2 secondes 8. Tu t'imagines, mais de qu'est-ce que tu parles? Tu parles de quoi en 2 secondes 8? Donc aller voir une pièce de 3 heures. Et je me suis dit, il faut absolument que je reprenne. Bon, là, 3 heures, c'est particulièrement long. Ouais. Mais tu te dis, faut même, tu vois, on devient zinzin de réentraîner un petit quoi. peu. Ouais, bien sûr. Même à lire. Enfin, moi, je lis encore beaucoup, mais c'est un effort de prendre mon bouquin plutôt que d'allumer la téloche, quoi. Je suis d'accord. On revient sur des zones d'incertitude dont tu nous as un petit peu parlé déjà dans ce podcast, parce que il faut pas l'oublier, les moments de haut et de bas chez une comédienne, ça fait partie du game aussi. Tu me parles de ces périodes, je crois que c'était quand tu reviens justement à Paris et que t'enchaînes pas mal de castings et qu'il se passe pas grand-chose. Comment tu gères ça? Toi qui es justement une amoureuse des castings et du processus de création, comment tu gères le refus? Alors déjà, je suis pas au même stade. L'amoureuse des castings et du processus de création, il est récent. Très important à mentionner. D'accord. Donc à cette époque-là... Non, à cette époque-là, quand même, au début, déjà, je suis pas... J'aime bien les castings. Pour le coup, j'ai jamais été la personne traumatisée par les castings et tout. J'ai quand même de la chance. Okay. Et j'ai eu plein de castings. J'ai pas eu de la chance dans le sens où j'ai eu plein de castings qui sont très mal passés. J'ai plein d'anecdotes avec des dircasse fous, avec. Mais t'as ce recul du refus. Ça m'amuse un peu. Ok. Donc quand t'as un refus d'un casting, ça te dérange pas? Non, si, attends. Au début, c'était dur. C'est dur. Mais je sais pas, assez rapidement, j'ai compris que... Je sais pas, j'ai eu le truc de me dire... de toute façon, ils savent pas... Personne sait trop ce qu'ils veulent. Parce que finalement, ça t'appartient plus aussi, une fois que t'as fait ta performance. Je sais pas, ça se trouve, ils veulent une blonde, je suis brune. Enfin, tu vois, en fait... Il y a trop de paramètres. Ouais, il y a trop de paramètres que je contrôle pas. Et pourtant, je suis un peu pas... C'est bizarre, je suis pas comme ça dans la vie, normalement. Je suis pas quelqu'un genre lâcher prise, hyper peace and love. Mais là, il y a quelque chose de me dire, bon... Ouais, ok. J'ai de la chance, je crois. Tu vois, les échecs... Tu les considères pas comme des échecs, mais plus des expériences? Ouais, je suis pas ultra atteinte. D'accord. Enfin... Alors, attends, parce que là, moi, j'ai quand même une anecdote, on va revenir après dessus. Ok. Je fais une aparté. Tu me parlais tout à l'heure de la période où tu es au RSA, etc., où tu galères. Tu peux revenir sur cette période-là? Horrible. Ok. Ah bah, elle est hyper dure, cette période. C'est une transition entre le théâtre et avant la télé, c'est ça? Ouais. Ok. Bah, elle est assez comparable avec les 2 périodes vraiment professionnellement pourries que j'ai eues. C'est avant New York, effectivement, où là, il y avait que des noms en casting. Je faisais des petits boulots, je dansais dans des bulles, dans des soirées privées, alors que je sais pas danser pour avoir un cachet. J'étais liseuse de bonne aventure dans des séminaires d'entreprise. Ah non, mais j'ai fait... Tu m'as jamais raconté tout ça, c'est ouf. Ah, mais j'ai fait mes 1000 trucs pour avoir un pauvre cachet nul. Je montais avec mon scooter, je faisais tout Paris pour monter dans des bus de Chinois qui visitaient Paris pour faire une espèce de performance. Puis je redescends. Je devais suivre le bus, c'était des visites guidées. Je devais suivre le bus avec mon scooter et puis me changer dans la rue pour être plusieurs personnages. C'est ouf. Pour faire de l'oseille, quoi, pour survivre. Pour un cachet de 60 balles. Ouais, vraiment, c'était... Non, mais c'est important qu'on en parle parce que moi, je te dis, on pense toujours à la fame et puis au succès. Et toi, t'es quelqu'un qui t'es toujours battu pour tes trucs et t'es passé par ces phases de galère. Ah ouais, je suis passée par ces phases. Mais enfin, tu vois, sur le moment, je me suis juste dit à un moment, attends, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais.
J'ai juste eu un moment de réalisation en me disant, attends, mais c'est pas possible. Mais je pense que tu peux pas. Ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend où tu es né, ça dépend comment tu as Ouais. grandi. Tu vois, on a tous pas les mêmes chances au Bah, départ. bien sûr. Faut être clair. Mais je pense pas que tu le considères forcément comme une galère, parce que de toute façon, c'est ce que tu vis factuellement. Mais par contre, tu peux avoir le recul de dire attends, je vais faire ça combien de temps encore, tu vois? Bah ouais. Ouais, c'est ça. Non, et puis je me suis dit, en fait, soit t'es sérieuse, soit t'es honnête avec toi-même, t'es sérieuse avec ce métier Ouais. et tu vas l'étudier Ouais, c'est pour ça. de vrai. C'est ça. Et tu te bouges Bien sûr. et tu te fais une bonne école et tout. Soit, mais tu vas pas là éternellement faire des visites guidées. Enfin, clair. si c'est pas ton cul, parce qu'il y a des gens Oui, voilà. qui veulent ça. Bah, Tu vois ce que je évidemment, veux on dire? respecte Moi, tous je me les jobs, disais, bien sûr. je préfère faire autre chose. Parce qu'en plus, il y a des comédiens, ils pourraient pas survivre s'ils jouaient pas. Moi, je pense que si. Je pense que je peux faire autre chose. Bah, parce- J'adore, mais je pense que je peux faire autre Bah, chose. parce que tu as l'écriture aussi, faut pas Oui. l'oublier. On y reviendra dans le dernier paragraphe du podcast, mais Ouais. tu as aussi l'écriture qui se développe énormément dans ta carrière. Donc, tu as d'autres cordes à ton arc, ou alors du moins tu les as développées. Tu vois, je sais que tu dessines aussi beaucoup, tu fais pas mal de choses. Mais c'est vrai que ce que tu es en train de dire, c'est que un comédien qui mise tout sur la comédie, pour lui, c'est certainement plus dur aussi de pouvoir gérer ses refus. Toi, tu le gères différemment parce que tu arrives à rebondir à ce moment-là. Je pense que non, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas l'écriture, j'ai pas. C'est pour ça, ouais, c'est quand même une période. C'est Non, chaud. c'est une période qui est chaude, mais je sais pas. Sur les refus, j'ai un truc de me dire. Alors, moi, je vais te mettre Ok. devant le fait accompli. Vas-y. Tu passes ce casting dont on parle pour une série britannique, Ah oui. ok, qui s'appelle Starstruck. Mm. Et je me rappelle que pour le coup, et c'est la première fois que je te vois comme ça, c'est pour ça que je rebondis sur le truc du refus, de genre, ça m'atteint pas. Quand t'as le callback, tu te projettes dans la série, parce que pour toi, c'est un kiff de te dire, je vais tourner à Londres, je vais tourner en anglais et tout. Je sais pas s'il y a cette petite flamme de rappel de New York de l'époque, je sais pas comment ça se passe dans ta tête. Et je te vois, entre guillemets déjà, en train d'anticiper le refus, et tu me dis cette phrase, et je suis honnête, si je l'ai pas, c'est cata. Ah ouais. Donc tu te protèges quand même, tu te visualises et tu anticipes déjà le refus. Et quand moi tu me dis, j'ai pas le callback, il faut trop que j'ai ce rôle, sinon je vais être trop deg, tu peux pas me dire, Non, mais attends. Parce que tu vois, non, mais attends. vas-y. Alors, je me suis mal exprimée. Parce Vas-y. que c'est absolument pas vrai que les échecs ne m'atteignent pas. Ok. Et que les refus ne m'atteignent pas. Je me permets de te dire ça parce que c'est ce que ça laisse sous-entendre. Bien sûr. Ah non, mais c'est même. Ça Ouais. sous-entend pas. Hein. Ouais, Quand voilà. je dis si je l'ai pas, c'est C'est pour ça. Non. J'utilise Non, cette je me anecdote suis mal. parce que... Les échecs, évidemment que ça m'atteint. J'ai pu même ne pas. Je me souviens très bien, j'ai des castings que j'ai pas eu, des trucs importants où je me laisse chialer et me mettre sur mon canapé en mode me faites pas chier, je suis triste. Voilà. Mais il y a quelque chose, il se passe toujours un truc après. T'as la capacité Non, mais même- d'avoir le droit d'être triste, mais finalement de rebondir rapidement. Oui, mais c'est Ok. même pas, je voudrais pas dire que c'est moi qui suis comme ça parce que j'ai cette capacité-là. D'accord. C'est juste l'expérience m'a montré qu'à chaque fois, il se passait quelque chose après qui faisait que c'est. Et en même temps, j'ai même pas je m'entends parler, j'ai pas envie de dire c'est fait pour être ainsi et tout, mais quand même. Tu fais... Ouais, J'ai- c'est un signe. Tu En fait, fais je crois confiance un peu à la vie. T'as Non, le mais droit il y a de le dire deux aussi. C'est un peu bateau de Non, dire ça, je c'est sais. un peu bateau. C'est un peu Je bateau. peux pas dire ça du coup. D'accord. Bah, Non, dis bah pas tu ça. me connais. Mais Non, peut-être, il y a deux phrases qu'on m'a dites. Tu Il y vois, a quand même, tu vois, une quand même, phrase de. Vivons heureux, vivons cachés. Donc, Ouais, si tu veux, je ça. vais pas quand même te laisser faire. Donc, T'as je raison, sors ma bah. phrase bateau. T'as raison, je sais Fais plus quel confiance à la auteur vie. qui disait qu'on n'avait pas le droit de ressortir. Bref. Excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y. Il y a Philippe Seymour Hoffman qui avait dit sur un casting, qui avait dit faut pas passer un casting pour un rôle, faut passer un casting pour votre carrière. Ok. Et ça, je me souviens de me dire ok, en fait, peut-être que je suis pas ce rôle, mais en tout cas, j'ai marqué le truc. Tu vois, le dire cast, il se souvient de moi. Voilà, t'as très bien résumé. Je comprends mieux. Et le deuxième truc, c'est mon frère, Guillaume, avec qui j'ai la chance énorme de pouvoir partager ces moments difficiles de refus. Parce qu'en fait, effectivement, là, à m'entendre parler, c'est pas vrai que les échecs ne m'impactent pas. Mais c'est que je me souviens de sa phrase, je me souviens qu'il m'avait dit si t'es là, en fait, t'es en callback, un jour ça passera.
là c'est non, mais un jour ça passera. Et t'y es, quoi. Donc lâche pas. Ok. Et Il a ces mots pour te faire rebondir. Ouais. Et je me souviens, et je me raccroche à ça. Et je me raccroche aussi à tu vois, à la toute première phrase que mon premier professeur de théâtre m'avait dit, Dominique Viriot, il nous avait dit, vous êtes tous là dans cette salle, ceux qui travailleront, c'est ceux qui sont persévérants. C'est tout, point à la ligne. Il n'y a pas le talent, le machin et tout. C'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui bossent et ceux qui persévèrent. Qui ne lâcheront rien malgré les refus, malgré les portes qui te claquonnent. Et effectivement, en vrai, faut juste pas lâcher. Il y a un moment, ça passe. Il y a un moment, parce que c'est des modes, t'es au bon moment, au bon endroit. Mais c'est plus ou moins facile en fonction des périodes, malgré tout. T'es aussi en droit d'être triste, t'es aussi en droit d'avoir ces coups de moins bien. Ouais. Et toi, donc effectivement, ça t'est arrivé jusqu'à être au RSA, jusqu'à être en galère et en faisant des shows, comme tu nous en as parlé, pour pouvoir remplir ton frigo, quoi, tout simplement. Quoi. Ouais. Magnifique. Merci pour ce partage. Non, mais je sais pas. Non, mais parce que je voudrais vraiment pas... Non, mais c'est trop cool. Ok. T'inquiète pas. Okay, je m'inquiète. On passe du coup à la réussite, parce qu'après l'incertitude, il y a la réussite. Et ça caractérise, je trouve, le rebond dans votre carrière, tu vois. T'es passé de ces moments difficiles à, on l'a mentionné, Balthazar, Cat Size, et puis une nouvelle forme de réussite pour toi qui tient, j'imagine, énormément à cœur, parce que là, il n'y a rien de plus créatif que ça, que d'écrire. En tant que scénariste, on te fait confiance sur un film qui est actuellement en process de développement. Hein. Je sais qu'on ne peut pas trop en parler parce que c'est génial pour toi. Qui t'est rattaché à l'écriture dans des moments difficiles. Je repense à la période Portugal. Tu vois, t'as le Covid, tu te rattaches à l'écriture. T'aimes écrire, t'aimes partir d'une page blanche, etc. Et puis là, d'un seul coup, ça devient très, très finalement réel et très factuel. On te fait confiance sur un projet que t'écris et du début jusqu'à la fin. C'est fou, ça, pour toi. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, carrément. Carrément. Bah si, c'est parce qu'en plus c'est pas que je me la vérité, c'est pas que je me rattache à l'écriture le moment où ça va pas. C'est que j'ai tout le temps l'écriture et que c'est parce que c'est autant maintenant présent dans ma vie que l'acting. Et en fait, ça a quand même démarré, même déjà à New York, j'écrivais. Oui, donc ça fait partie de toi. Oui, ça fait partie de moi et ça fait autant partie. C'est plus un truc que je fais quand je peux pas faire mon autre métier, tu vois. Ouais. C'est quelque chose que je... Tu y attaches autant d'importance, voire plus peut-être ? Non, autant. Donc c'est un vrai équilibre dans ta vie professionnelle. Ouais, pour l'instant c'est trop bien parce que ça marche bien les deux. Donc, mais je sais qu'il y aura sûrement des périodes où je tournerai moins pour X raisons et j'écrirai plus et vice-versa. Donc là, on te fait confiance sur ce projet d'écriture. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas comment ça fonctionne, tu peux nous parler un petit peu en détail comment ça fonctionne entre le moment où tu as une idée de film, où tu décides d'écrire le pitch, le synopsis, un résumé, etc. Et puis le moment où une prod t'approche et te dit on veut en faire quelque chose. Tu sais, c'est un peu flou pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu. Comment ça se passe ? Tu as une idée. Ouais. Du coup, tu l'écris. Tu fais un pitch, ce qu'on appelle un pitch, c'est un document entre 1 et 5 pages pour décrire ton idée. Avec ce document, tu toques aux portes des producteurs. Donc, il faut te battre, un petit peu comme à l'époque du théâtre à New York. Ouais. Tu vas toquer pour revendiquer tes idées. Ouais. Okay. Tu pitches ton idée et si le producteur aime cette idée, il t'optionne l'idée. C'est-à-dire qu'il te paye pas beaucoup, très peu, mais bon, c'est quand même déjà bien. Il est obligé de t'acheter ton idée. En fait, il l'optionne pour que ce soit son idée potentiellement et que tu puisses pas aller la développer ailleurs. Exactement. D'accord. Pour avoir un contrat d'exclusivité et une protection. En fait, ça protège et le producteur pour pas que tu ailles vendre ton idée ailleurs et l'auteur, puisque s'il te payait pas, il pourrait aussi prendre 1000 idées et les laisser dans un tiroir. Bien sûr. Là, il doit quand même mettre un petit peu d'argent pour prouver qu'il est vraiment intéressé par l'idée. Et avec ce contrat d'option, on part sur la partie du développement, qui est donc entre le producteur et l'auteur. Pour un film, en l'occurrence, c'est un peu différent pour une série, mais pour un film, on développe un document qui s'appelle un traitement. D'accord. Donc là, tu passes de environ 2 pages d'idées à
entre 10 et 20 pages où Donc, tu... Un résumé un peu plus long. Exactement. Ok, Où tu décris ton film, en fait. Tu dis, D'accord. voilà ce qui va se passer d'accord. sur 15 pages. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Voilà, c'est... Et quand le producteur valide ce document, il va toquer aux portes, lui, ce qu'on appelle les diffuseurs. C'est-à-dire soit les chaînes, soit Netflix est un diffuseur, Amazon, ou après le cinéma, c'est encore un autre système, mais D'accord. voilà. Donc d'un client, de quelqu'un qui va acheter au producteur son idée. Waouh. Et donc, nous, c'est ce qui se passe. Donc, nous, on développe là pour... C'est France Télé qui nous a acheté. On est passé À l'étape. de... voilà. Et là, à ce moment-là, quand tu as ce producteur et ce diffuseur, tu passes à ce qu'on appelle au dialogué. Donc le scénario, Donc, avec les dialogues et les scènes Ouais. et les conversations entre les personnages. Ouais. Et donc vous en êtes là pour ce projet. Ouais. Ça, c'est super que tu l'aies expliqué comme ça, parce que je pense que les gens n'ont absolument pas idée du processus et Il du est long, hein, le cheminement processus. et des batailles que tu dois avoir entre le moment où tu as cette petite graine au détour d'une nuit où tu as eu un rêve chelou au jour où ça passe et que tu peux choisir ton programme Ouais. sur une plateforme ou autre. Donc merci d'avoir partagé ça. Donc c'est génial en fait pour vous, parce que est-ce que tu considères que vous êtes dans le processus final, c'est-à-dire que le scénario là se développe et vous avez déjà l'assurance du coup quand vous êtes dans ce processus-là que le film va se faire? Le film peut toujours ne pas se faire. Oui, voilà, il y a toujours des... Si tout d'un coup, le diffuseur, le client, que ça soit une chaîne, là en l'occurrence France Télé ou Amazon ou Netflix ou n'importe qui a acheté, dit ah bah non, en fait on veut plus. D'accord. Ou alors ça se passe mal avec les auteurs, on ne s'entend pas bien, ou alors en fait on n'est pas content de se dialoguer. Oui, il y a encore des paramètres. Bon bah oui, ils peuvent à tout moment dire non. Mais généralement, ça sent quand même très bon. Bah oui, parce qu'on a des garanties, on a des contrats, et puis ils ont quand même mis de l'argent sur la table pour Bien développer ce film. Bien Donc ils peuvent pas. Faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais ça arrive, hein, tout arrive, tout arrive. C'est une super réussite pour quelqu'un qui adore écrire et qui adore créer, de pouvoir recevoir cette confiance-là d'un producteur, d'un diffuseur pour dire en fait on kiffe. C'est énorme. Tu en es fier? T'arrives à, même si... c'est génial. Même si t'es encore dans le processus d'écriture, t'arrives déjà à te dire, pour le coup, tu vois, à l'inverse de peut-être d'autres périodes de ta vie, comme New York, où c'est peut-être aujourd'hui que tu te rends compte de l'importance de ce qui s'est passé. Là, t'arrives à être dans l'instant présent et te dire je kiffe. Ouais, de ouf. C'est super. Ouais, parce qu'en plus j'aime ce qu'on raconte dans le film. Je trouve qu'on parle de choses importantes et on n'a rien lâché vraiment, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus. Wow. Donc en vrai, non, je vais être comme une malade quand ça se fera. Tu considères que c'est une de tes plus belles réussites pour l'instant? Ouais. Plus que certains rôles que tu as pu défendre à la télé, au cinéma? Ok. Super. Ouais. Moi, j'ai hâte de découvrir ça. C'est trop bien. On passe du coup au dernier paragraphe de ce podcast. C'est assez fou. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi, je sais pas toi. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. 1h45. Hein. Ah ouais, 1h45. C'est fou. Bah oui, tu vois le temps. Voilà. C'est génial. Ouais. Le E de évolution. Les prochaines étapes. Alors évidemment, ce dont tu viens de nous parler, c'est aussi une prochaine étape. Je pense vraiment la création et l'aboutissement de ce film. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu as des aspirations, des projets, des ambitions à nous partager sur tes futures années? C'est des questions assez bateaux, mais voilà, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu arrives à te projeter un peu? Déjà, j'aurai un chien. Le C, tu vois? Tu as réussi à le passer. Tu auras un chien, bien sûr. Tu auras un chien où? J'aurai un chien. J'aurai une petite maison avec un arbre. Blague à part, en vrai, j'aurais un chien avec une petite maison avec un arbre. Ouais, j'aimerais bien ça. C'est des belles projections. Si on parle juste du futur proche, donc l'après Cat Size, etc., il y a d'autres projets qui t'attendent, qui sont déjà confirmés? Ouais. Il y a un film que je vais faire. Ok, super. Au printemps. Trop bien. Et normalement... Non, après d'autres confirmés, j'attends de voir ce film que j'ai écrit, quand est-ce que potentiellement il se fera. D'accord. Ça devrait se faire dans le courant, là, avant l'année prochaine, en tout cas. Ok. Non, je t'avoue que professionnellement, j'ai du mal à me projeter, parce que c'est tellement... Aléatoire? Aléatoire. Après, non, je pense que juste...
je pense que juste, je vais vouloir, en termes d'acting, un rôle qui soit plus moins dans l'action, Qui soit plus en accord avec ce que t'aimes. qui soit plus finalement. en accord avec en ce moment ce que j'aime. D'accord. Parce que je me dis aussi que ça, les choses évoluent très vite dans un sens comme dans un autre. Mais tu sais, ça rejoint ce que tu m'as dit sur le fait qu'en ce moment, t'as pas forcément envie de te mettre plus de pression que ça, de penser à l'après. Tu vois, tu me le disais par rapport, vous êtes encore en tournage sur Cat Size Ouais. et tout. Donc peut-être que c'est une manière de te protéger sur cette forme de pression qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an. Et ça, je trouve ça génial aussi d'être, tu vois, dans l'évolution, mais aussi dans l'instant présent. De dire, je kiffe ce qui se passe, j'ai envie d'aller au bout de mon film, j'aimerais bien sur mon prochain rôle avoir envie de défendre un rôle que je kiffe ou que, voilà, qui est plus en adéquation avec ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et puis le prochain film qui arrive, c'est chouette. Ouais, et ouais, avoir ouais. un chien, c'est Et chouette avoir un aussi. chien. Et puis j'aimerais bien travailler avec des gens avec qui tu vois, j'aimerais bien avoir l'occasion de travailler avec mon frère. J'aimerais bien travailler avec des gens avec qui j'ai toujours voulu travailler. Ok. Voilà. Ok. Avec lesquels j'ai des liens. Ok. Bah, Je parlais de ça. Tu vois, j'aimerais réussir à créer un projet que j'écris ou dans lequel je tourne, où se rejoignent des gens qui m'inspirent et que j'admire. Tu vois. allier la créativité Ouais. et les liens humains Ouais, exactement. qui te font du bien. Merci Constance. Merci Tony. Franchement, je suis en kiff. On a passé ce temps de ouf que j'ai pas vu passer. Ouais, c'est vrai. Je te remercie pour tout. J'ai une dernière petite question qui parfois déroute un peu ou pas du tout. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée pendant ce podcast? Parce que vous êtes des artistes, vous faites énormément d'interviews. On vous pose souvent les mêmes questions, forcément, qui sont liées à la promotion de ce que vous pouvez défendre à l'instant présent. Mais est-ce que j'ai omis quelque chose ou une question que j'aurais dû te poser? T'as la sensation qu'on a fait le tour? J'aime bien ces moments de silence, moi. Ouais. C'est bien, les silences, faut les apprécier. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, là, avant je savais pas, mais. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Franchement, bah, il y en a. Et ce que je trouve dommage dans les interviews, mais là, c'est pas l'interview. Là, c'est inspire et c'est très spécifique. Mais souvent, quand on est interviewé pour des rôles spécifiques, on nous demande rarement ce qu'on fait pour préparer le rôle. Et comme moi, ça rejoint que j'aime l'avant. Okay. On nous demande souvent ce que ça nous fait d'avoir ou de nous voir comme ça, ou comment ça s'est passé, ou des anecdotes de tournage. Mais on s'intéresse moins au process. En fait, c'est comme si on omettait qu'il y avait un process qui précède le tournage. Comme si notre histoire de comédien, elle commence au tournage. Bien sûr. Or, elle commence tellement avant que je trouve dommage que dans les interviews, on ne parle pas de cet avant-là. Super. Bah, tu sais quoi, j'en prends bonne note. Mais non, c'est important. Merci pour tout. J'ai kiffé ce moment. Moi aussi. J'ai hâte qu'on se retrouve. J'ai parlé de moi, donc c'était génial. C'est génial de parler de soi, mais c'est tellement ça. Tout le monde veut parler de soi. La comédienne qui va parler d'elle. Non, franchement, merci plein. Merci encore pour ton temps. Et puis, on se revoit bientôt pour les squats. Allez, ciao. Allez. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Ciao.